Tout commence dans un monde différent. Sous la dynastie Das, au sein du palais impérial, l'empereur est mort et le fils le plus stupide, le plus mal élevé, le plus négligé et le plus perdant est monté sur le trône. Cela fait 2 ans, et c'était censé être un autre frère qui prenait le trône. Il n'a obtenu ce poste que grâce à des politiciens corrompus qui voulaient l'y placer. Se grattant la tête, le protagoniste se demande pourquoi il a dû devenir un tel perdant. De toute évidence, il avait été transmigré de la Terre où il travaillait à monter des vidéos de filles dansant avec lui. Il n'aimait pas vraiment ce travail. Jusqu'à ce qu'un message apparaisse sur son ordinateur portable lui demandant à quelle dynastie il irait s'il pouvait voyager. Mais il a juste dit que c'était une question stupide. Il a lancé une guerre des claviers en affirmant que le passé était une poubelle. Il n'y avait aucune réduction sur quoi que ce soit. Tout était plus difficile. On pouvait attraper une maladie et en mourir. Et puis, il n'y avait pas de filles qui dansaient sur les écrans. Mais maintenant, assis sur le trône, il se demande si ce n'est pas une blague. Alors, lui qui déteste toute cette histoire de dynastie s'est retrouvé dans un endroit pareil. Cependant, le bracelet sur son bras commence à briller. La voix A dit que c'est le système d'intelligence artificielle appelé Ben et qu'il peut être appelé Bengtian. Le protagoniste est surpris. Apparemment, il n'a aucune expérience des réincarnations. Le système lui confie alors sa mission. Ce qui était assez simple. Il lui suffisait de laisser la dynastie Qian être complètement détruite pour retourner dans son monde. Pendant ce temps, la fille aux cheveux blancs se demande à quoi pense ce type inutile. D'habitude, il sourit en la regardant, mais ce jour-là, quelque chose était différent. Deuillet se tourne alors vers le côté en se demandant qui elle est et ce qu'il a en tête. Divers attributs apparaissent et le système dit qu'elle est l'une de ses concubines, essentiellement destinée à garder un œil sur ce qu'il faisait. Il pouvait consulter les statistiques de toute personne liée à son objectif. Le système l'informe qu'elle s'appelle Zhao Shu et qu'elle a pour mission de l'espionner. Elle se demande si elle voit quelque chose d'étrange ou s'il la regarde différemment. Se grattant le menton, il comprend que cette belle femme est là uniquement pour l'espionner. Mais son charme est indéniablement puissant et elle se demande s'il a deviné ses talents de déguisement, car il semblait avoir remarqué quelque chose. Soudain, quelqu'un l'interpelle. À côté de lui, un homme aux cheveux longs dit qu'il semble un peu distrait et lui demande ce qu'il a en tête. Vous le savez déjà. Ce type doit être l'un des traîtres qui l'ont fait monter sur le trône. Voici les statistiques. Cet homme possède un indice d'intelligence de 94% et est le premier ministre de la dynastie Qian. De toute évidence, il faisait partie du plan visant à placer Yi sur le trône et à l'utiliser comme marionnette. À proximité se trouvait un autre ministre, Zhao Xiu, qui possédait une grande influence et un pouvoir sanguinaire considérable, et qui était également le père de Zhao Chu. Tandis que la jeune fille tente de comprendre pourquoi il agit différemment aujourd'hui, ce qui l'inquiète davantage, c'est l'immensité de ses qualités. Zhao Due lui fait alors remarquer quelque chose et lui demande s'il craint que le trône sur lequel il est assis ne soit instable. Tuyi répond qu'il souhaite en réalité que le trône soit instable et que bientôt le pays tout entier périra. Josu est impressionné qu'il ait réagi de cette façon à la provocation de son père. Josu commentait que le garçon doit être inquiet puisque son frère, Tuition, qui aurait dû monter sur le trône, est parti à la tête des troupes. Tuyi comprend alors pourquoi il a pris le trône et comment ses hommes manipulent la situation. Zhao Xu lui rappelle qu'ils désobéissent aux lois et aux décrets impériaux en plaçant le garçon sur ce trône. Il frappe au cercueil de l'empereur et dit que tout va bien, car il ne s'ouvrira pas et que l'empereur ne les tuera pas. Cependant, on ne peut pas en dire autant de tout su. De plus, la nouvelle de la mort de l'empereur ne s'est pas encore répandue. Il montre le sceau de jade et dit qu'il ferait mieux d'agir rapidement et d'utiliser. C'est ainsi que son frère Tu-Su meurt et rejoint l'ancien empereur. Maintenant, Deuillet réalise qu'ils veulent qu'il utilise le sceau impérial pour ordonner à tout le pays de tuer son frère afin qu'il ne puisse pas perdre. De cette façon, même en tant que roi de tout, il restera la marionnette de ces 2 hommes. Il est triste de savoir que les 2 hommes de confiance de l'empereur ont comploté tout cela avant même que son corps ne refroidisse. Mais Deuillet ne veut pas se mêler de tout ce drame, sans compter qu'il a une belle espionne avec laquelle il doit se méfier. Il se demande ce qu'il va faire dans toute cette situation. Il jette ensuite un coup d'œil au seau de jade dans la main de Zhao Shui.
Il l'arrache en pensant que ce type ne le contrôlera pas comme ça. L'homme crie et demande à Touye de quoi il parle. Le protagoniste sait que s'il meurt lui-même, la dynastie Qian deviendra instable, et de cette façon, il accomplira sa mission. Il pose sa main sur le visage de Zhao Xue et dit que maintenant qu'il a le sceau, il décide qui vit ou meurt. Xiao Xue est perplexe. Elle n'aurait jamais imaginé qu'il serait assez audacieux pour affronter son père ainsi. Il demande qui est prêt à aller contre lui alors qu'elle est effrayée par son audace. Peut-être que la façon stupide dont il a agi jusqu'à présent n'était qu'un déguisement, mais... Et maintenant qu'il a le sceau impérial entre ses mains, il détient tout le pouvoir. Zhao Xue l'avertit qu'il est arrogant. Et même avant l'ascension, il avait le pouvoir de le mettre sur le trône et aussi de le retirer. Il a dit de le tuer. Il sait que ce type a 77 points martiaux, donc ce sera facile pour lui de se faire tuer. L'homme tente de s'approcher, prétextant qu'il va l'étrangler, tandis que sa fille tente de lui dire de se calmer. À ce moment-là, Tianyuan intervient et dit à tout le monde de se calmer, car leur objectif est le même. Deuye remarque que ce type est beaucoup plus calme. Pour l'irriter, il faudrait qu'il sème la zizanie. Chen Yuan est surpris, et le seau de jade tombe immédiatement au sol. Zhao Xue crie. Touye s'excuse, disant que c'est une erreur. Il sait que ce sceau représente le destin et l'autorité de toute la dynastie Qian. C'est ainsi que l'empereur donne ses ordres. Dans ce monde, briser quelque chose comme ça est l'offense ultime. Et il sait que ces hommes n'auront pas la patience de le supporter. Voyant Cha fulminer, il sent déjà que la mort approche. Mais Tianyuan utilise toute sa force pour ne rien faire. Zhao Xue tend alors la main, mais quand il est sur le point de dire quelque chose, Tianyuan l'arrête, disant que Sa Majesté ne fait que jouer. Maintenant qu'il est assis sur le trône, le monde entier lui appartient. Un morceau de jade est donc insignifiant. Ce qui est cassé, et ce n'est pas grave. De plus, il se fait tard, alors ils en discuteront demain. Sur ce, ils s'apprêtent à partir. Mais Deux Yi les appelle. Il affirme que l'empereur et le peuple sont égaux devant la loi et qu'ils devraient donc être exécutés. Mais les deux hommes l'ignorent et la scène se déplace dans une pièce où Zhao Ziwo affirme qu'ils doivent trouver un moyen de se débarrasser de Touye. Chen Yuan lui demande s'il ne réalise pas les conséquences de l'élimination du garçon. Zhao Xiu répond qu'il devient lâche et qu'il a encore le culot d'appeler ce gamin « Votre Majesté ». Mais son ami s'approche et lui dit d'arrêter d'être stupide car Su était avec les troupes à l'extérieur. S'ils avaient tué Touye, ils auraient évidemment fait l'objet d'une enquête et seraient sûrement exécutés. Malheureusement, lorsque le garçon a brisé le sceau, ils ont perdu leur plus grand atout de négociation. Et maintenant, la seule chose sur laquelle ils peuvent compter est son accession au trône. Confus, Zhao Ziwo demande s'il suggère que Tun He a brisé le sceau exprès pour les empêcher de tuer son frère. Shang Yuan est certain. Avant, ils se disputaient le trône, mais maintenant qu'il est arrivé au pouvoir, il est préférable pour lui d'entretenir de bonnes relations avec Su. De plus, s'ils exerçaient trop de pression sur le garçon, il pourrait conclure un accord avec Su pour déployer sa puissance militaire ici et les anéantir tous les deux. De cette façon, leur plan échouerait évidemment et ils seraient tous les deux exécutés, ce qu'ils ne peuvent pas risquer. À ce stade, vous tenterez de maintenir une relation triangulaire pour contrôler tous les côtés. Zorduo Ritete dit que Tianyuan réfléchit trop. Cet enfant n'a pas l'intelligence de planifier aussi longtemps à l'avance. Cependant, Tianyuan rappelle que Touye a déclaré que l'empereur et le peuple sont égaux devant la loi. Cette phrase avait été prononcée par l'ancien ministre Wei Xinglu il y a 100 ans. Il s'est élevé au sommet du monde aux côtés de l'empereur. Mais lorsqu'il a perdu la confiance de l'empereur, le pauvre homme a été démembré. Citer une phrase qui correspond parfaitement à leur situation actuelle est un signe clair des intentions de Tuti. Zhao Ziwo répond qu'il ne s'inclinera pas devant cet enfant, qui ne compte que sur la force militaire de son frère Su. Même si l'ordre n'était pas scellé par le sceau de jade, il enverrait quelqu'un pour tuer Su. Chet Yuan se contente d'observer. Il sait qu'ils ont soutenu la 2D parce qu'il semblait être le plus facile à contrôler parmi tous les fils de l'empereur. Soudain, il se met à rire intérieurement, affirmant que le défunt empereur a laissé derrière lui une descendance incroyable. La scène se déplace alors vers notre garçon, endormi paisiblement dans son lit. Mais en réalité,
Il s'ennuie déjà complètement dans ce monde. La nourriture est mauvaise et les jeux encore pires. La musique qu'il joue est horrible. Il ne reconnaît aucun des personnages et il n'y a rien à regarder. Sans téléphone, ni ordinateur, ni rien, il va mourir. Cependant, il remarque quelque chose à côté de lui. Et quand il se retourne, c'est Shu la surf. Je l'appellerai Shu pour éviter de la confondre avec son père, Zhao Zuo. Tandis qu'elle rougit, elle dit qu'en tant que servante, elle doit toujours rester proche de lui. Dans ses appartements, il s'arrête une seconde et devient immédiatement rouge, disant qu'il retire tout ce qu'il a dit à propos de cet endroit. Eh bien, le temps passe et il semble que notre garçon ne se souvienne même plus de ce que sont les jeux vidéo et les téléphones. Je pensais qu'il serait l'un de ces protagonistes qui ne font rien, mais notre gars s'étire même le dos après tout ça. Elle remarque alors une épingle à cheveux suspecte qu'elle porte, et il imagine déjà que cela pourrait être le moyen idéal pour lui de retourner dans son monde. En versant un verre, il appelle ensuite le nom de Zhao Shu, et demande si par hasard elle est une espionne envoyée par son père pour rester à ses côtés. Son expression change instantanément. Qui? Elle murmure qu'il est impossible qu'elle ait été exposée. Un peu maladroitement, elle lui demande de quoi il parle et dit qu'elle ne comprend pas. Mais il répond simplement qu'il ne se soucie pas de sa relation avec Zhao Zuo. Il prend une gorgée, se détourne et dit qu'il sait très bien qu'elle a été placée à côté de lui pour le surveiller. Il l'avertit qu'il adore ce jeu auquel il joue, car être empereur sans lui serait trop ennuyeux. Cependant, elle était effrayée, se demandant depuis combien de temps il le savait, et si le fait qu'il le révèle maintenant signifiait qu'il en avait assez de ce jeu. Il prend ensuite une autre gorgée de vin et dit que c'est vraiment enivrant. Lui. Il s'effondre sur la table, faisant semblant de s'évanouir. Pensant que c'était enfin l'occasion idéale, Shu commence lentement à retirer son épingle à cheveux. Maintenant qu'elle est exposée, elle a perdu toute valeur à ses yeux et à ceux de son père adoptif. La seule façon pour elle de se racheter était de continuer. Peu à peu, elle s'approche tandis qu'il fredonne nonchalamment un petit air. Mais le système envoie ensuite un message concernant un objectif de points. Ces points sont basés sur les valeurs politiques, économiques, militaires et culturelles, ainsi que sur tout autre indicateur de réussite de la nation Shan. Dès que la valeur totale de la nation tombe en dessous de 0, la mission est considérée comme terminée. À ce moment-là, il commence avec 1000 points. C'est là que l'idiot réalise que s'il meurt maintenant, cela ne signifie pas que la mission sera accomplie. Le problème, c'est qu'elle s'approchait déjà, prête à lui asséner un coup au cou, et maintenant, il ne veut pas mourir de façon aussi inutile. La jeune fille est certaine d'être mise à l'épreuve. Mais elle ne peut pas laisser passer cette opportunité. Elle décide de prendre le risque. Mais à ce moment précis, il se retourne et lui attrape le bras. Une larme s'échappe de son œil. Pensant qu'elle a été trompée par ses plans une fois de plus, il dit que c'était beaucoup trop proche. Mais elle retire l'épingle à cheveux et se libère, affirmant qu'elle a encore une chance, mais trébuche bêtement et tombe à plat ventre. Elle pleure de frustration, tandis qu'il trouve ridicule qu'elle essaie de le tuer, avec seulement 44 points en prouesse martiale. Il lui arrache ensuite l'épingle à cheveux des mains et dit qu'elle s'est beaucoup trop excitée à cause de quelques mots. Levant le menton, il lui dit que ce n'est pas ainsi qu'un espion qualifié devrait agir. La pauvre fille pleure, pensant que sa mission d'assassinat a échoué. Soudain, elle se réveille dans un autre endroit, se demandant où elle est. Quelqu'un s'approche et lui demande si la mission qui lui a été confiée a été accomplie. Elle se retourne et voit son père adoptif. Il lui tend la main et lui dit que si elle ne parvient pas à gérer une chose aussi simple, elle devra être punie. Elle hurle. Et soudain, elle se réveille à côté de Tuyi. Il demande si c'était un cauchemar. Et elle veut savoir s'il va la tuer. Ikosabim répond qu'il a déjà dit que non seulement il ne la tuerait pas, mais qu'il continuerait à jouer à ce jeu et la laisserait transmettre des messages. Après tout, c'est ce qui rend tout plus intéressant. Elle commence alors à tremper de l'encre et à écrire un décret impérial. Shu se demande sans cesse ce qu'il prépare. Avec cette expression terrifiante, elle est certaine qu'il complote encore quelque chose contre son père adoptif. Mais cette expression est due au fait qu'écrire avec ce pinceau maudit est tout simplement trop difficile. Il prend une grande inspiration et elle commente. C'était trop rapide. Humblement, il se tourne et demande de l'aide pour écrire quelque chose. Avant qu'elle ne puisse répondre, il pose déjà sa main sur son épaule,
lui disant de s'asseoir là, maladroitement. Elle dit qu'elle ne sait pas quel décret il veut écrire. Il dit que c'est un décret visant à dépouiller tous les descendants des deux familles de leur nom de famille et à les réduire à des roturiers qui, elle était perplexe, ne comprenant pas pourquoi il bannissait sa propre famille. Elle se demande pourquoi une servante comme elle doit écrire une chose pareille. Touyi avait demandé au système quel était le moyen le plus simple de perdre des points, et celui-ci lui avait expliqué que c'était en se débarrassant des deux descendants de la famille. Puisque Tusu jouissait d'une influence militaire considérable, cela le ferait également passer pour un tyran cruel. Parfait pour son plan. Enthousiasmé, il dit que dans ce monde, il sera perçu comme un tyran et que tout le monde l'attaquera. Il lui demande rapidement pourquoi elle hésite, la poussant à s'excuser et à commencer à écrire. Il lui dit ensuite avec désinvolture que pour satisfaire sa curiosité, il fait cela pour rendre le jeu plus difficile. Posant sa main sur son visage, il dit qu'avec ce décret, il est désormais un homme solitaire, sans soutien familial et avec la réputation d'un tyran cruel. Et bien sûr, c'est elle qui annoncera la nouvelle à Zhao Zuwei. Il lui dit qu'elle peut considérer cette information comme un cadeau. La pauvre Shu, qui a tant souffert toute sa vie, reçoit un cadeau pour la première fois. Touyi est impatiente de la voir accomplir cette tâche, même si elle sait qu'elle est trompée, mais ne peut s'empêcher d'en profiter. La scène se déplace ensuite chez Zhao Zuwei. Elle frappe à la porte et il ouvre. Elle demande ce que c'est. Elle entre et dit avoir des informations sur 2TA. Elle explique que 2IE a signé un décret dépouillant tous les membres des deux familles de leur position royale. Les deux ministres sont choqués. Shushu se tourne vers Shen Yuan, disant qu'il avait l'intention de placer 2 autres descendants à la place du garçon, mais cela ruine clairement leur plan. Shen Yuan demande alors comment elle a obtenu cette information. Embarrassée, elle répond que Sa Majesté lui a fait écrire elle-même le décret. Immédiatement, Chu Yuan Zhaoxiu se retourne et la gifle, l'appelant un salaud. Elle tombe au sol comme un déchet et il lui demande si elle a laissé fuiter le secret. En pleurant, elle insiste sur le fait qu'elle ne ferait jamais une telle chose. Mais il la pointe du doigt, l'accusant d'utiliser le garçon pour détruire son propre père. Chen Yuan pose une main sur son épaule, lui ordonnant de se calmer. Il prévient que si Shu avait divulgué l'information, elle n'aurait même pas été au courant du décret. Zhao Qiu marque une pause. Il s'excuse ensuite, disant qu'un père peut mal agir, mais demande à ne pas être blâmé. Il se tourne vers Tian Yuan et admet que leur plan pour installer un autre prince a échoué. Il est maintenant temps de mettre à exécution leur plan visant à rassembler tous les courtisans et à humilier ce salaud. Lors de sa première audience, Chen Yuan commence à commenter le plan, puis déclare que tout va bien et qu'il vaut mieux l'oublier. Il sait que Zhao Ju n'est pas très intelligent, alors il vaut mieux qu'il planifie les choses lui-même. De retour avec nos chers 2 ans, avec le doigt dans le nez, pensant que le décret était prêt. Le problème est que cela est loin d'être suffisant pour ramener le score du pays à 0. Il lui faudra donc de nouvelles idées. Puis il se rappelle comment un empire immense s'est effondré. Son dirigeant avait d'innombrables ministres corrompus et ignorait toutes les affaires de l'État. Mais ce qui a véritablement conduit à sa chute, c'est qu'il a commencé à séquestrer les femmes de toute la population. Il recrute des concubines parmi tout le monde. Sachant que les personnes les plus influentes ici sont les courtisans, il va voler les femmes de tout le monde, ce qui les mettra sûrement en colère et les attaquera. Il adore ce plan. Non seulement il perdrait beaucoup de points, mais il en tirerait aussi des bénéfices. C'est le plan parfait. Il se tourne ensuite vers son serviteur et lui ordonne d'amener immédiatement Zhao Zuo et Li Qianyuan. Après un moment, ils arrivent à il ouvre les bras, disant combien ses ministres lui manquaient. Chen Yuan le salue respectueusement. Zhao Zuo, cependant, s'assoit et lui dit qu'il devrait commencer à se familiariser avec les courtisans maintenant qu'il a pris le trône. L'homme potelé est excité. S'il peut obtenir l'appui de toute la cour contre Touyi, il n'y a rien que le garçon puisse faire. Touyi, cependant, pense que tenir une réunion aussi importante semble être la bonne chose à faire. C'est précisément pour cela qu'il refuse. Il répond que cela lui paraît trop compliqué et qu'il vient tout juste d'être nommé empereur, donc il ne sait pas vraiment comment s'y prendre correctement. C'est pourquoi il s'appuie sur ses 2 ministres de confiance. Chen Yuan observe simplement, conscient de l'intelligence du garçon.
Refuser cette demande ruinerait le plan de Zhao Shui, et la confiance qu'il évoque rendait impossible tout refus. Les plans de Zhao Shui n'avaient aucune chance contre lui. Notre garçon sourit, pensant qu'il est temps que la concubine planifie de l'aider à perdre des points. Il dit ensuite de laisser les affaires judiciaires pour plus tard, car aujourd'hui il a quelque chose de plus important à discuter. C'était honteux pour lui, en tant qu'empereur, de n'avoir qu'une seule concubine. Il allait donc recruter d'innombrables belles femmes et agrandir son harem. Même Zhao Qiu fut impressionné par la froideur avec laquelle le garçon prenait une telle décision avant même que son père ne soit froid. Chen Yuan, quant à elle, essaie de comprendre les intentions du garçon avec son plan de harem. Tu Yi, assise là, sourit. Il affirme qu'il s'agit d'une question extrêmement importante qui doit être résolue rapidement. À voir l'expression du ministre, il sait que les points vont bientôt baisser. Zhao Ziyu est d'accord, mais dit que chercher des femmes à travers le monde prendrait trop de temps. Tu Yi dit que c'est bien. Ils commenceront aujourd'hui, mais seulement dans la capitale. L'homme potelé ne comprend pas pourquoi De Yi est si impatient. Pendant ce temps, Tian Yuan soupçonne que mentionner la capitale signifie que le véritable objectif du garçon se trouve là. Soudain, De Yi lui caresse le menton et dit avoir une idée qui lui fera gagner beaucoup de temps et d'efforts. Il commencera par sélectionner des femmes apparentées au ministre de la cour. Immédiatement, Tian Yuan est choqué. La scène se déplace à l'extérieur. Zhao Xiu commentait que si Tuni est vraiment un idiot, il ignore les affaires de l'État et se concentre sur l'expansion de son harem. Mais c'est parfait. Le gamin creuse sa propre tombe. Ils n'auront donc rien à faire. Cependant, soudain, Tian Yuan s'exclame. Ça suffit. S'ils continuent à sous-estimer Sa Majesté ainsi, leurs familles seront certainement exécutées. Zhao Xiu paraît surpris tandis que Tian Yuan reprend ses esprits. Il s'excuse d'avoir perdu son sang-froid, mais insiste sur le fait que le plan du harem du garçon est clairement une stratégie malveillante. Le premier moment où il a ignoré la réunion du tribunal a montré qu'il connaissait les intentions de Zhao Sui. Zhao Sui soutient qu'ils avaient planifié cela juste avant d'entrer. Il est donc impossible pour De Yi de le savoir. Chen Yuan dit que cela prouve seulement à quel point sa planification est avancée. Non seulement il a refusé de discuter des affaires de la cour, mais la création de ce harem est évidemment une stratégie cohérente qui suit un autre plan. Zhao Ziyu, confus, demande ce qu'il entend par stratégie cohérente. Chen Yuan explique que le garçon a refusé la réunion au tribunal parce qu'il est sûr de pouvoir contrôler le tribunal sans les rencontrer. En prenant des femmes parmi les familles des courtisans, il s'assure un certain pouvoir grâce à des alliances matrimoniales. De cette façon, tous deux perdent toute influence. Zhao Ziyu demande ce qu'ils doivent faire maintenant. Chen Yuan sourit et répond qu'il leur faut aider le jeune homme à étendre la lignée des deux familles. Il ouvre grand les bras et déclare qu'en tant que serviteurs loyaux, ils donneront au garçon l'opportunité parfaite de réaliser ce désir. Quelques jours plus tard, à l'intérieur de la salle impériale, Chen Yuan informe le prince que tous les membres de sa famille ont perdu leur statut royal, à l'exception de son frère, toujours en liberté. Le prince répond que cela n'a pas d'importance. Ils pourront en parler plus tard. Il veut d'abord savoir comment se déroule la sélection. Chen Yuan rapporte que les ministres ont fait tout leur possible pour accomplir son ordre, mais que le temps était compté. Tu Yi applaudit et lui dit d'aller voir. Les rideaux s'ouvrent, révélant une légion de femmes devant lui. Le garçon bave littéralement, affirmant que c'est le paradis. Toutes les femmes commencent à rendre hommage à Sa Majesté. Tu Yi se glisse derrière Shan Yuan et demande si l'une de ses concubines apprécie particulièrement les combats à huis clos. Un peu confus, Tian Yuan dit ne pas bien comprendre ce qu'il veut dire. Tu Yi trouve cela étrange. De toute évidence, même si l'homme ne saisit pas ces mots, le contexte devrait s'expliquer de lui-même. Pendant ce temps, Tian Yuan se demande si le prince commence à soupçonner quelque chose. Parmi les concubines qu'il a amenées, toutes sont issues de familles influentes, à l'exception de deux femmes. Celle en rouge est Fan Taju et celle en violette Yu Sha. Il y a une dizaine d'années, alors que l'empereur régnait sur la dynastie Qian, les familles de ces deux jeunes filles l'ont offensé et ont été complètement anéanties. Sur un coup de tête, Zhang Yuan a sauvé les deux filles de l'exécution. Au cours de la dernière décennie, il a gardé leur identité secrète et les a élevées à ses côtés. Ils ont hérité des talents anciens de leur famille, faisant d'eux de parfaits pions entre ses mains. Dans une pièce privée,
Zhang Yuan appelle Tao Xiu et Sha. Il les informe que l'empereur Qian, qui a fait exécuter leur famille, est désormais mort. Cependant, comme ils n'ont pas pu se venger personnellement, il leur demande s'ils nourrissent encore du ressentiment. Ils répondent qu'ils sont prêts à mourir 1000 fois au nom de la vengeance. Pour Tianyuan, c'était l'occasion idéale de les placer aux côtés du prince sans éveiller les soupçons. Avec une étincelle dans les yeux, Teuye remarque à quel point ces deux-là se démarquent. Mon Dieu, leurs morphologies sont un peu déséquilibrées, n'est-ce pas? Il pense. Mais Tianyuan commence à transpirer, se demandant s'il a déjà remarqué que le système a révélé tout leur talent, que Shu Shui a été adopté par Tianyuan et qu'il a l'intention de le tuer et de détruire la nation. Évidemment, Fantazui a des attributs différents, mais son objectif c'est le même. Tu y penses que Chen Yuwen a fait le geste parfait en envoyant à ces deux-là un serpent et un scorpion juste à côté du tyran destiné à aider à faire tomber le pays. Il s'approche d'eux, sourit et dit qu'ils sont exceptionnels en leur demandant leur nom. Une des filles se présente et Tu-hee se rapproche de Sha, commentant qu'elle semble un peu nerveuse. Chen Yuan est trempé de sueur, craignant que sa nature introvertie ne révèle ses véritables intentions. To-hee lève doucement le menton, lui disant de ne pas avoir peur, lui assurant qu'il est très calme et accessible. Il continue de la taquiner jusqu'à ce qu'elle dise soudainement qu'elle n'en peut plus. Soudain, elle s'effondre, semblant s'évanouir. Ce que le système n'a pas mentionné, c'est que Sha a du mal à contrôler ses émotions lorsqu'on la touche et s'évanouit de gêne. Deux y regardent avec stupeur, tandis que Tianyuan semble encore plus terrifié. Tout ce que Yi voulait, c'était montrer de l'intérêt pour la fille que Chen Yuan avait amenée. Il ne s'attendait pas à ce que sa tolérance au contact physique soit si faible. Ruineuse sa présentation. Tianyuan craint désormais que son identité soit révélée et tentera probablement de la remplacer. Tombant à genoux, Tianyuan s'excuse. Il admet que l'inclusion de cette femme dans la sélection a été une terrible erreur. Il affirme qu'il mérite la mort et qu'il la retirera immédiatement. Mais Deux y élève la main et dit que ce ne sera pas nécessaire. Il la prend dans ses bras, un sourire narquois, affirmant qu'il apprécie les femmes qui ne supportent pas les caresses. Les choix de Chen Yuan lui ont plu. Fantaju pense en silence que ce tyran est un véritable pervers. Chen Yuan s'essuie le visage et remercie Sa Majesté. Pendant ce temps, Ku Yi décide avec désinvolture que ce soir, elle le servira au lit. Fantaju se tient là, jurant silencieusement qu'il paiera bientôt pour tout cela. Soudain, Yi la regarde et tous deux semblent confus. Il se demande pourquoi elle semble si mécontente. Peut-être est-elle aussi impatiente de le servir ce soir. Il déclare alors que ce soir, tous les trois le rejoindront sans perdre de temps. La scène se déroule dans la chambre à coucher, et Yi commente que parmi les beautés du palais, elles sont vraiment les plus époustouflantes. Sans parler du système qui les a prévenus qu'ils se rapprochèrent de lui dans le but de détruire le pays, ce qui est parfait. Ils ont aussi de nombreux atouts. Ayant été formés par Tian Yuan, le seul problème est que Do Lüe ne connaît que leurs informations de base. Il n'a aucune idée de leurs véritables compétences ou s'ils pourraient aider à faire tomber le royaume. Alors Fantaju jette un coup d'œil en arrière, se demandant ce que pense ce tyran. Les deux filles échangent des regards, déterminées à se sacrifier pour leur cause. Elle suppose qu'il utilisera tous les moyens pour les humilier et les forcer à se soumettre à sa tyrannie. De retour dans le moment présent aussi, et dès soudain que le moment est venu. Mais il reste planté là, le regard fixé, ce qui rend Fantaoju encore plus anxieux. Il les avait expressément demandés tous les deux, ce qui était suspect. Ils se souviennent que Tianyuan avait dit qu'il avait préparé le moyen idéal pour dissimuler leur identité. Cela ne devrait donc pas poser de problème. Cependant, ils doivent être prudents, car Yi est extrêmement rusé et ne se laisse pas facilement tromper par la beauté. De plus, il a Madame Shu, qui est non seulement leur allié, mais aussi leur rival. S'ils veulent gagner sa confiance, ils doivent prouver qu'ils valent plus que leur simple apparence. Tu-Yi s'approche et demande s'ils savent comment faire cela. De retour au présent, Tu-Yi demande à quoi les deux pensaient si profondément. Il dit qu'il leur demandera encore une fois s'ils ont des talents ou des capacités particulières. C'était le moment qu'ils attendaient, comme Tianyuan l'avait demandé. She prend alors la parole et affirme qu'elle est douée pour prédire l'avenir.
observer les étoiles et analyser les scénarios. Elle possède également des talents en matière de talisman, de feng shui, de soins de santé, de médecine et d'alchimie. Tu Yi est véritablement impressionnée. Enfin, elle mentionne qu'elle a de l'expérience dans des jeux plus intimes, à huis clos. Cependant, Fantazui trouve cela ironique. Elle dirait qu'après s'être évanouie suite à un simple contact, Tu Yi se tourne vers Fantazui et lui demande ce qu'elle sait. Fantazio remarque à son expression qu'il n'est pas satisfait de la réponse de Xue. Un détail clé est qu'elle vient d'une famille de commerçants. Dès son enfance, elle participait aux négociations aux côtés de son grand-père. Grâce à ces environnements, elle acquit une grande maîtrise des calculs financiers et de la compréhension de la nature humaine. Cependant, son grand-père lui a appris que de telles compétences pouvaient éveiller les soupçons des puissants. Elle doit se venger tout en préservant sa vie. En d'autres termes, elle doit montrer sa valeur tout en paraissant innocente. Elle dit donc à Tuvi qu'elle est une femme faible, sans capacité, talent ou pouvoir particulier. Elle décide de ne pas révéler ses compétences financières, ni sa connaissance du comportement humain. Essayant de paraître comme une jeune femme innocente, elle dit qu'elle vient d'une famille riche, mais ses parents sont décédés. La seule chose qui lui reste, c'est la richesse qu'ils ont laissée derrière eux. Tuyu se demande si cette fille n'est pas en fait Batman, un orphelin, riche et abandonné. Mais en analysant la situation, il voit un moyen de les faire contribuer à la destruction du pays. Il lui demande alors pourquoi, en tant que dirigeant de la nation, il devrait s'intéresser à sa richesse. Il suggère que ce serait une bonne idée de la nommer à la tête du Trésor national. Immédiatement, elle est surprise par la suggestion. Terrier pense que, étant une fille gâtée issue d'une famille riche, elle doit être nulle en gestion d'argent. La confière aux finances est le moyen idéal de provoquer un effondrement économique. Puis il se tourne vers Cha et lui annonce que, comme elle est douée pour les études, il la nommera institutrice nationale. De plus, elle sera responsable de sa longévité grâce à l'alchimie. Cha est profondément choqué par cette offre. Il est certain que si elle gère les affaires médicales, beaucoup de gens finiront empoisonnés. Puis il ajoute que, maintenant qu'elle est institutrice nationale, il rêve toujours de la voir en robe de taoïste. Tout ça parce qu'il trouve le cosplay plutôt cool. Elle est terrifiée, alors que le nez de Tuya saigne d'excitation. Le scélérat imagine déjà que s'il doit y avoir du cosplay, il devrait y en avoir en abondance. Avoir un harem de cosplay dans ce monde martial n'est pas une si mauvaise idée. La scène se déplace dans la maison d'études d'Azuo. Cette fois, Tu Yi rédige un édit impérial. Il semble également avoir fabriqué une réplique quelque peu artificielle du sceau de jade. Apparemment, ce qu'il a écrit est un complot visant à tuer Tusu. Une fois son frère mort, le vil Tu Yi trouvera un moyen de s'occuper des autres. Soudain, il dit à quelqu'un d'entrer. Le général Zhao Xin apparaît, attendant les ordres. L'empereur Potelé lui remet le décret et lui ordonne de se rendre à Lintong pour le remettre à Tusu. Il doit assister personnellement au suicide de Tusu et rapporter sa tête. Le général se contente d'accepter l'ordre. Dehors, sur le toit, quelqu'un envoie un message à travers un aigle pour informer le seigneur Xiu. L'aigle vole à travers la lune, révélant une armée avançant à travers la forêt. Cependant, un groupe masqué se perche à la cime des arbres. L'aigle se pose sur l'épaule de quelqu'un. Une fille portant un masque de papillon leur dit de se préparer, mais elle n'est pas très futée et trébuche. Tombez et criez pour que tout le monde bouge. Elle s'écrase au sol. Et il semble que cela arrive souvent, puisque les autres disent qu'ils s'y habituent. Allongée maladroitement dans les buissons, elle leur ordonne d'attaquer. Zhao Xin, suivant son cours, remarque soudainement une corde en dessous. Il essaye de changer de direction, mais il est trop tard, et tout le monde tombe. Un chevalier tente de se relever, mais est frappé par derrière. Les assassins descendent des arbres, lui lançant des kunai. Plus loin, un autre l'avertit que le seigneur Jiao a ordonné à quiconque de s'échapper. Zhao Xin demandait comment les rebelles osent intercepter un décret impérial. La silhouette reste immobile un instant avant de se précipiter en avant, abattre 2 soldats, mais qu'il voit des ailes devant lui et d'en haut, une voix le raille, lui demandant si c'est tout ce qu'il peut faire. En un instant, elle est derrière lui avec une lame sur son cou. Joksan déclare qu'ils sont membres de la garde du Khan. Sans répondre,
La femme l'achève et l'un des hommes récupère une boîte. Il annonce que, comme prévu, le décret impérial a été retrouvé sur cet homme. Le seigneur Xiao confirme qu'il s'agit du décret ordonnant au prince Tusu de se suicider, sans doute envoyé par ce cruel souverain. Un soldat hésite, se demandant s'il n'allait pas trop loin. En arrêtant un décret impérial, quelque chose lui échappe rapidement. Zhao lui rappelle la véritable mission du Khan. Ils opèrent dans l'ombre pour protéger la volonté du défunt empereur Chen Zheng. Ils agissent sans pitié, en utilisant les méthodes les plus sanglantes. Mais ils ne doivent pas oublier l'ancienne alliance avec l'empereur. Un empereur qui, avant sa mort, a déclaré Tusu comme prince héritier. Il est de leur devoir de veiller à ce que cela se produise. Cependant, Tu Yi a non seulement volé le trône, mais il tente également de tuer. Tu Suo détruit le décret et déclare que cela le prouve. Le nouvel empereur est un ennemi que la garde du Khan doit éliminer. Elle ordonne que la zone soit nettoyée et veille à ce qu'aucune information ne soit divulguée. Tusu est encore loin au nord et même à cheval. Il lui faudrait au moins 4 jours pour revenir. Pendant ce temps, De Yi ne savait pas si le décret avait réussi ou non. Et avant que cela ne soit exposé, Xiao prévoit de tuer De Yi en retour avec De Yi. Toussant après ce vœu de mort, il se demande laquelle de ces charmantes dames pense autant à lui. 5 jours plus tard, nous retrouvons les 2 résidents. Il n'a toujours pas reçu de nouvelles. De toute évidence, le messager a été tué. Tianyuan s'approche et lui demande ce qu'il attend. De Yi répond avec désinvolture qu'il n'attend rien et demande pourquoi Tianyuan a mis autant de temps. Shen Yuan lève un doigt et dit qu'il apporte de bonnes et de mauvaises nouvelles. Zhao Zue interrompt et demande ce qui pourrait être pire que leur situation actuelle. Zhang Yuan explique calmement que leur plan pour contrefaire le décret impérial et tuer Tusu a échoué. Xiao Xiu est choqué et l'attrape, l'accusant de dire des bêtises. Mais Qian Yuan repousse sa main et rappelle à Xiao Zihuo qu'ils sont du même côté. Il devrait donc cesser de faire semblant. Il révèle que Zhao Xin a été intercepté à l'extérieur de la ville il y a 5 jours. Et celui qui l'a tué n'était autre que le chef de la garde Kun, Xiao. L'homme potelé est confus, se demandant pourquoi l'unité secrète de l'ancien empereur s'en mêle. Qu Shan-Yuan lui assure d'attendre la bonne nouvelle. Xiao, qui a tué Zhao Xin, croit que Qu Ye a envoyé le décret, faisant de lui sa prochaine cible. Zhao Xiu célèbre, mais il marque une pause. Il se demande comment Tianyuan sait cela alors que la garde Kun opère de manière indépendante. Shang Yufen dit simplement qu'il a ses méthodes et que Zhao Xiu ne devrait pas s'en inquiéter. Cette fois, ils ont eu de la chance et doivent saisir l'opportunité. C'était l'occasion idéale de rétablir l'équilibre dont ils avaient désespérément besoin. D'autant plus que Sa Majesté organise aujourd'hui un grand banquet avec de nombreux invités. Si Xiao voulait frapper, ce soir était le moment idéal. Alors que Xiao saute sous le clair de lune, Tiemua remarque que le garde est affaibli, assurant le succès de leur plan. Même si l'assassinat échoue, Yi finira par détester son frère, brisant ainsi l'équilibre. Zhao Su applaudit, affirmant que Wei Tu y serait tué et que Tusu en porterait la responsabilité. Chen Yuan approuve, ce serait l'issue idéale. Mais maintenant, c'est le destin qui décide. Zhao Duo se demande comment un tel plan pourrait échouer. Mais Chen Yuan s'en va déjà, prétextant être venu simplement les informer et demandant à être excusé. En descendant les escaliers, il songe que le seul facteur qu'il ne peut prédire est la réaction de Sa Majesté. De plus, les 2 filles qu'il a placées à côté de Tu Yi le méprisent, et ce soir serait leur occasion idéale de frapper. Mais malgré leur talent, pourrait-il surpasser Sa Majesté? Il espère seulement ne pas être trop paranoïaque. Pendant ce temps, dans la salle du palais, le banquet cosplay de Tuya a commencé. Au milieu, Qian King se démarque. Lui et elle sont déguisés en Nezuko et Tao Xiu en Saber. Du moins, c'est ce qu'il semble. Les filles se complimentent tandis que d'autres discutent avec elles. Apparemment, les participantes rivalisent pour attirer l'attention de Tu Yi. Certains regrettent même de ne pas avoir porté une tenue plus pudique. Un pas léger résonne dans le couloir. Dame Xiao, chef de la garde du Khan, est arrivée. Pensant que ce souverain est un pervers éhonté aux goûts étranges, elle observe la salle. Cependant, elle se demande ce qui se passe. Comme aucune des femmes ne semble encore posséder de prouesse martiale, les regards compétitifs entre les candidats au harem sont vifs et intimidants.
Elle entend deux femmes murmurer que porter des vêtements aussi révélateurs doit être le signe d'une ambition débordante. Une femme en vert complimente la tenue de Shiho, la qualifiant de créative. Mais dans la compétition du harem, c'est l'origine familiale qui compte le plus. Shu a envie de tuer toutes ces femmes, mais se retient. Sa cible est quelqu'un d'autre. Soudain, la foule acclame l'arrivée de Sa Majesté. Tohei entre avec style. Il s'avère que les filles en cosplay n'étaient pas Sha et Tao Xiu, mais d'autres concurrentes. Il leur envoie un baiser, leur déclarant son amour à toutes. Souriant, ils répondent qu'ils l'aiment aussi. Mais 2 ans remarquent rapidement quelque chose d'étrange. Bien sûr, c'est Zhao. Le système l'a déjà identifié comme Kan, chef de la garde et partisane de Tusu. Aussitôt, Jiao sent son regard posé sur elle et se demande si elle a été découverte. Elle tend discrètement la main vers un kunai. Je pense qu'il est temps d'en finir avec ce pervers. Soudain, elle crie à Sa Majesté et bondit vers lui, déclarant qu'il est temps d'affronter la mort. Les autres femmes s'exclament, se demandant comment elle ose parler ainsi devant Sa Majesté. Elles commencent à se demander si c'est là la véritable essence de ce banquet de cosplay. 5 jours plus tôt, Tu Yi avait réuni toutes les femmes pour les informer du concours à venir. Naturellement, l'un d'eux a demandé ce qu'était exactement un banquet de cosplay. Il a expliqué avec désinvolture que c'était juste un événement où il porterait différentes tenues, jouer à des jeux et s'amuser avec lui. Maintenant, tout prenait sens. Les sœurs pensaient que Xiao agissait simplement comme un assassin pour l'impressionner. Shell fonça, déclarant qu'il allait mourir. Mais Tu-hee lui envoya simplement un baiser en forme de cœur. L'une des femmes, agacée, grommela que cette misérable femme se faisait passer pour une assassine, sachant pertinemment que le danger excite les hommes. Shu jeta un coup d'œil de côté et vit Yuda bondir sur elle. Déterminée à ne pas laisser Xiao gagner avec un coup comme celui-là, Shu Yao l'a attrapée par le bras et l'a jetée au sol. Déconcertée, Shihu se demanda si ces femmes n'étaient pas toutes folles. Elles n'avaient aucune culture et pourtant osaient l'attaquer. C'était peut-être là la véritable essence de ce prétendu jeu de rôle. Soudain, toutes les femmes se sont précipitées sur Xiao, déclarant qu'elles ne la laisseraient pas leur voler la vedette. Ils l'ont attrapée, l'ont tirée loin d'eux, insistant sur le fait qu'il devait protéger Sa Majesté d'une lunatique comme elle qui se faisait bousculer. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi ces femmes se battaient si férocement pour cet homme. Mais serrant fermement son poignard, elle décida que si c'était leur choix, elle ne ferait pas preuve de pitié. Voyant Shou se préparer à attaquer, Tuti paniquait. Ces femmes étaient des ressources vitales pour son rôle de tyran. Il lui ordonna rapidement d'arrêter et d'épargner les filles. Shu murmura que ce dirigeant pervers avait l'audace de lui parler ainsi. Elle lui demanda alors s'il était prêt à mourir pour elle. Les femmes sourirent et répondirent avec assurance qu'elles étaient prêtes à mourir pour lui. Mais elles savaient qu'il ne pouvait pas mourir. Mais la nation avait encore trop de points à régler. Il s'excusa, expliquant que son heure de mourir n'était pas encore venue. Chou railla ses paroles creuses, mais Tu-Yi s'approcha et promit d'abdiquer le trône à Tw-Su. Il savait qu'elle était là pour l'assassiner et ouvrir la voie à l'ascension de Tu-Su. Chou se demanda s'il connaissait déjà son identité et si tout cela n'était pas un piège. Elle exigea de connaître ses véritables intentions. Levant les bras vers Yi, il admit qu'il en avait assez de prétendre que son seul but était d'être un dirigeant paresseux et incompétent. Le trône ne valait rien comparé à un harem rempli de belles femmes, et il était prêt à le céder à quelqu'un de plus compétent. Le système l'informa immédiatement que ce discours avait déclenché une histoire où la nation serait détruite. Les conditions pour cet événement nécessitaient une armée massive hors de la capitale et son abdication au profit d'un général. Si son plan réussissait, il perdrait 1000 points, le ramenant à 0. Si Xiao le soupçonnait de mentir, elle savait aussi que personne au monde ne pouvait résister à un tel pouvoir, surtout un pervers comme lui. Elle lui dit froidement d'oublier. Qu'il soit sérieux ou non, elle le tuerait et remettrait le trône à Tusu. Yi, troublé par son désir incessant de le tuer, tenta de renforcer sa persuasion. Il l'avertit que s'il mourait ici, la réputation de Tusu serait ternie et il ne serait plus considéré comme un empereur légitime. Tout ce qu'il faisait était motivé par l'amour de son frère. Qiu semblait ému,
ce qui déclencha un souvenir de l'empereur défunt. Il demanda un jour à Shikyu si, après avoir pacifié le Nord, il était devenu un bon empereur. Elle répondit qu'avec son savoir et son talent militaire, il resterait dans les mémoires comme un souverain sage pendant des générations. Cependant, il regrettait que son talent ne soit réservé qu'à la conquête et qu'un tel souverain ne soit pas nécessaire à l'avenir de cette dynastie. Zhou lui assura qu'un empereur comme lui serait toujours nécessaire. Pourtant, il se détourna simplement, admettant qu'il savait que son temps était compté, ce qui n'était pas forcément mauvais pour la dynastie. Ce qu'il voulait, c'était un successeur qui n'avait pas besoin d'être talentueux, ni même paresseux ou insouciant, tant qu'il était tolérant et recherchait la paix plutôt que le succès et la cupidité. En entendant cela, Xiao a toujours cru que le véritable successeur devrait être le prince Tu. Soudain, mais d'après les paroles de l'empereur défunt, deux Ye semblèrent correspondre à ce rôle. Plus bouleversé, Xiao se réprimanda, refusant de se laisser influencer par quelques mots. L'héritier légitime de la dynastie était Tusu, le fils légitime. Elle jura de lui donner 2 Yi et de le laisser décider de son sort. Elle ordonna à Toye de l'accompagner à Lintong pour la cérémonie d'abdication. Pour 2 Ye, c'était parfait. Avec l'avertissement du système, l'histoire prenait la bonne direction. Mais soudain, quelqu'un leur a barré la route. C'était Yu Sha, tenant un talisman brillant et exigeant de savoir quel droit Xiao avait d'enlever l'empereur. Sha rayonnant d'une aura violette, surprenant tout le monde. Xiao, réalisant que tout ce que Tuyi avait dit n'était peut-être qu'un stratagème, devint tendue. Elle resserra sa prise sur son poignard, maudissant le tyran pour avoir joué avec le cœur des gens. Pourtant, malgré son plan ambitieux, Ye était complètement perdu. Il se demandait dans quelle situation il venait de se mettre. Tao sut rassurer les 2 Ye de ne pas s'inquiéter, affirmant que les capacités de talisman de Xiao sont incroyables. Elle insiste sur le fait que Xiao ne perdra pas face à cet assassin. Et comme elles le protègent toutes les deux, il ne sera emmené nulle part. Mais Ye se demande quand il a demandé à ses filles de le protéger. Retour en arrière quelques nuits plus tôt. Tianyuan est vu en train de parler aux 2 filles. Il leur demande si elles connaissent leur véritable mission. Après s'être rapproché de Tu Yi au palais, Xiao répond avec assurance qu'elle compte bien trouver le moment idéal pour tuer ce tyran pervers et venger sa famille. Cependant, Tianyuan explique que de nombreuses personnes ont péri, mais que le tuer une seule fois ne suffit pas. Leur mission première est de détruire complètement la dynastie. Pour l'instant, ils doivent s'assurer que 2 Ye restent en vie. Mais les 2 filles sont déconcertées par cela. Chen Yuan explique que 2 Ye a toujours semblé incompétent et stupide. C'est pourquoi Tianyuan l'a aidé à monter sur le trône pendant que Tusu dirigeait l'armée. Apparemment, Tianyuan a révélé toute l'histoire. Shu demande si elle est censée devenir concubine et manipuler 2 Yi pour qu'ils commettent des actes qui détruiront la dynastie Qian. Chen Yuan confirme que c'est bien cela, mais il prévient que ce n'était que le plan initial. Après son accession au trône, Tu Yi a complètement changé. Son incompétence et son idiotie n'étaient qu'un déguisement, le rendant bien plus difficile à prédire. C'est pourquoi, pour l'instant, ils doivent rester proches de lui et découvrir sa véritable faiblesse. Xiao est surprise. C'est la première fois qu'elle voit Tianyuan aussi sérieux. Elle ne sait pas s'il est effrayé ou excité. Chen Yuan s'adresse alors à Fan Taoshui, louant son intelligence et espérant qu'elle s'adaptera rapidement. Xiao, expert en talisman et en alchimie, est fort au combat, mais simple d'esprit. Leurs forces combinées les rendent parfaits pour exécuter la partie la plus importante du plan. 2. Vous ne devez jamais vous tenir aux côtés du prince Tu. Soudain de retour au présent, Fan Tao Rit, disant que Tianyuan avait raison. L'incompétence de Ye n'était qu'une façade. Il savait que Xiao était une femme de la garde Kun et a créé cet étrange événement cosplay pour l'attirer. Une fois qu'elle s'est rapprochée, il a créé l'occasion parfaite pour qu'elle l'emmène à Tusu, préparant le terrain pour une vengeance contre les ministres. Ce que Tu Yi ignorait, c'est que Chen Yuan avait déjà anticipé cela et les avait tous 2 placés à ses côtés. Tu Yi, essayant d'empêcher Xiao Hu de continuer le duel, devient frustré tandis que Talizi rigole. Soudain, il remarque quelque chose d'étrange et jette un coup d'œil en arrière. Tao Chu se met à siffler, faisant semblant de s'occuper de ses affaires.
Mais De Yi comprend immédiatement ce qui se passe. Puisque les deux filles ont été envoyées par Tian Yuan, ils ne le laisseront pas abdiquer le trône au profit de Tusu. Le problème, c'est que cet événement était parfait pour que Teuye détruise l'Empire. Il devait donc trouver un moyen de contrôler Xiao. Son expression change lorsqu'il se souvient de la plus grande faiblesse de Xiao. Alors que Xiao recule pour se ressaisir, Tu Yi se faufile derrière elle et l'attrape par la taille. Levant le menton, il déclare qu'un chef suprême comme lui ne pouvait pas compter sur la protection de ses concubines. Xiao devient immédiatement rouge. Il essaie de parler, mais s'évanouit. Tu Yi sourit et dit à Xiao de saisir l'occasion qui se présente. Xiao marque une pause, confus. Il devait clairement y avoir d'autres ruses de la part de ce tyran. Tu Yi la presse de bouger, lui demandant ce qu'elle attend. N'ayant guère le choix, Xiao décide de le capturer d'abord et de régler les choses plus tard. Tu Yi célèbre le fait d'avoir enfin obtenu ce qu'il voulait. Mais alors qu'il s'approche, Xiao s'effondre. À l'insu de Tu Yi, Xiao a un trait caché lorsqu'elle perd complètement connaissance à cause d'un contact physique. Toute femme qui touche l'homme qui a provoqué cela devient son ennemi mortel. Xiao se reprend, regardant les autres filles. Elle s'approche lentement, rayonnant d'une aura sombre. Bien qu'hésitant, elle croise les mains et exécute un jutsu, activant un sort de feu de 3e niveau. Une flamme apparaît dans sa main, formant une boule de feu massive. Xiao sursaute et Tao Xiu regarde, stupéfait. Teuye panique, réalisant que si Xiao meurt, tout son plan s'effondrera, et il se précipite en avant. Poussant Xiao sur le côté, elle lui cria de s'écarter. À cet instant, Xiao déchaîne son attaque, provoquant une explosion massive dans le palais. Et pourtant, ils s'embrassent. Attends, c'est quoi ça? Un animé de 2003. Xiao devient rouge comme une tomate, prête à lui crier dessus. Mais elle se cogne la tête contre le sol et s'évanouit. De la fumée s'élève, les laissant tous les deux étendus. Tao Su reste stupéfait, jusqu'à ce que deux Ye apparaissent soudainement. Le système l'avertit que l'événement en cours a échoué. Cependant, un nouvel événement, le cercle du pilier, a été activé. Cet événement se déclenche lorsqu'un assassin tente de le tuer à l'intérieur du hall principal et qu'une 3e personne, compétente en médecine, il essaie également de le protéger. Ye sait que s'il parvient à vaincre l'assassin lors de l'événement, il gagnera 1000 points de puissance nationale. À ce moment-là, Deux Yi est dévasté. Quelle absurdité est cela? Pourquoi appelle-t-on cela la destruction du pays si je gagne 1000 $? Des points? À proximité, Tao Xiu observe tout, stupéfait par son aura. Malgré l'évanouissement des deux experts, il semble insensible. Elle commence à comprendre pourquoi Tian Yuan craignait cette version de deux. Ouais. Plus tard, dans la pièce, Xiao commence à se réveiller. La manie s'approche d'elle et elle semble confuse. Elle se redresse, demande où elle est et il lui répond nonchalamment que c'est sa chambre. Remarquant qu'elle est enchaînée, elle l'accuse d'être un pervers éhonté. Tu Yi paraît perplexe et déclare qu'il n'aura jamais son corps. Il lève les yeux au ciel, disant qu'elle perd la tête, et souligne que si ce n'était pas pour lui, elle aurait été tuée par Tian Yuan. Peu après le début du combat, quelqu'un a donné un coup de pied dans la porte. C'était Tian Yuan entrant avec son armée et leur ordonnant de tuer l'assassin et de protéger sa majesté, et il s'approcha. Deux Yi s'agenouilla et s'excusa, disant que pour le risque que Deux Yi avait pris, il méritait de mourir. Deux Yi lui a dit que ce n'était pas grave puisqu'il était indemne. Chen Yuan a alors proposé d'emmener l'assassin pour découvrir qui était derrière tout cela. Tu Yi lui a soudainement crié de ne pas faire une telle chose. Maladroitement, il chercha une excuse. Il prit l'assassin dans ses bras et dit qu'étant donné sa beauté, il désirait sa compagnie. Chen Yuan, confus, l'avertit que l'assassin était très dangereux et qu'il ne fallait pas le garder près de lui. Deux Yi répondit que cela ne rendait les choses que plus excitantes. De plus, Tian Yuan pensait-il qu'il ne pouvait pas gérer une femme sans armes et immobilisée? Tian Yuan baissa la tête et lui assura qu'il n'aurait jamais pensé une chose pareille. Tu Yi ordonna alors à Zhu de surveiller la sœur. Il appela Shu, il renvoya tout le monde. Maintenant, plongé dans ses pensées, il savait que la mission initiale avait échoué. Cependant, garder l'assassin en vie pourrait être avantageux puisqu'elle pourrait revenir à tout su et aider à détruire la nation. Tu lui a dit qu'il se tenait trop près et a déclaré qu'elle risquait d'être tuée ou torturée.
Xiao ne pouvait tout simplement pas supporter une telle proximité. Elle repoussa sa tête, lui rappelant qu'elle avait déjà tué le messager censé exécuter Tu Su. Alors il devrait simplement la tuer. Elle a ajouté que Tu Su arriverait bientôt pour s'occuper de lui. Tu Ye, ignorant cela, demanda quand il avait envoyé quelqu'un pour tuer son frère. Elle lui a dit d'arrêter de faire semblant parce qu'elle était au courant du message qu'il avait envoyé. Shu, cependant, reconnut que c'était l'œuvre de son père adoptif. Tu Ye, remarquant l'expression de Xiu, en déduisit que si elle savait quelque chose, c'était probablement son père adoptif. Pour lui, c'était parfait. C'était l'occasion d'attiser encore plus la haine contre Tu Suo. Surpris, je regardais Tu Yi mettre sa main sur sa tête et laisser échapper un rire farceur, affirmant qu'il venait de se souvenir du décret qu'il avait envoyé. Elle ne comprenait pas pourquoi il admettait une telle chose. Tu Yi marcha jusqu'au mur. Il saisit une épée et déclara que son frère contrôlait une puissante armée qui devait lui être laissée. Shu se demandait pourquoi Sa Majesté voulait assumer l'entière responsabilité de tout. Tu Yi expliqua qu'envoyer un décret ordonnant la mort de son frère aurait été trop ennuyeux. Il avait l'intention de le traiter d'une manière bien plus divertissante. Xiao fut choqué lorsque Du Yi fit un mouvement soudain, mais bien sûr, il coupa les chaînes. Xiao lui a demandé pourquoi il ne la tuait pas, et il a répondu que puisqu'elle avait tué le messager, elle devait maintenant délivrer le nouveau décret. Il a expliqué que leur père avait entraîné Tu Su pour qu'il devienne un héros et prenne le trône. Mais pour lui, Tu Su n'était qu'une brute forte et sans peur. Avec un sourire narquois, Togi annonça qu'il allait non seulement déchoir son frère de ses titres et de ses positions, mais il ferait aussi de lui un roturier que Xiao, l'air surpris et mal dessiné, presque comme si ses yeux étaient à 3 mètres l'un de l'autre, pouvait à peine croire ses oreilles. Tu Yi lui a dit de transmettre le message à son frère, et s'il n'était pas d'accord avec la décision de venir récupérer ce qui lui revenait de droit, Tu Yi a dit qu'il l'attendrait personnellement dans la capitale. Ravi de sa performance, Toph Yi était convaincu que Xiao le détesterait désormais et transmettrait le message à Tu Su. Mais ensuite, le système a activé l'arc de rébellion à partir des itinéraires de l'histoire. Pour que cette histoire commence, la capitale avait besoin d'un prince doté de troupes puissantes. L'utilisateur du système, empereur, devait donner l'ordre de dépouiller le prince de ses pouvoirs. Si le prince se rebellait durant cette première phase, l'autre perdrait 1000 points. Si le prince prenait finalement le château d'assaut et le détruisait entièrement, l'autre perdrait 10 000 points. Tu Yi était ravi. Perdre 10 000 points le placerait définitivement dans le négatif. En attendant, Xiao, l'observant, pensa que ce prince était dérangé. C'était peut-être une bonne chose, car cela donnait à Tu Su une meilleure chance de reconquérir le trône. Du Yi laissa calmement partir la femme. Elle se demanda pourquoi Sa Majesté avait non seulement laissé l'assassin s'échapper, mais avait aussi endossé toute la responsabilité des actes de son père. 2. Vous, qui n'êtes pas des imbéciles, avez commencé à comprendre comment les choses fonctionnaient. Il ne pouvait pas se fier uniquement aux événements du système. Comme la fois précédente, il avait fini par gagner des points. Il devait mieux utiliser les ministres qui l'entouraient. En regardant Shu, il se souvint que son père avait suggéré que Filing observe la réunion de la cour. Elle n'était pas sûre de ce qui se passait jusqu'à ce que Toye l'appelle par son nom. Il s'excuse d'avoir accordé autant d'attention à Tao Xiu et Shusha. Shu répond qu'entendre une telle chose de sa part est terrifiant. Il s'approche et lui dit de se détendre, lui rappelant qu'il a déjà dit qu'elle pouvait dire à son père tout ce qu'elle voulait. Et cette fois, il voulait qu'elle lui envoie un autre message. Elle devait l'informer que Du Yi participerait à la réunion qu'il souhaitait organiser et qu'il ne lui restait plus qu'à fixer la date. Shu accepta, et le lendemain arriva. Tout le monde était déjà rassemblé au milieu de la salle lorsque l'arrivée de Zhao Shui fut annoncée. Les gens le saluèrent, et l'homme potelé entra joyeusement en les remerciant pour leurs compliments, et affirmant qu'aucune formalité n'était nécessaire. Cependant, il a remarqué que les gens ne semblaient pas très enthousiastes, ce qu'il trouvait étrange. Il réalisa rapidement que le siège de Tianyuan était vide. Un homme s'est approché et l'a informé que Tianyuan avait envoyé un message disant qu'il ne se sentait pas bien. Zhao Zhu pensait que Tianyuan sous-estimait ses plans. Il se tourna vers le messager et dit que Tianyuan devrait en effet mieux prendre soin de sa santé. C'était donc normal qu'il ne soit pas présent aujourd'hui.
Cependant, Josué avait déjà pris sa décision. Aujourd'hui, il allait d'abord affirmer son autorité sur 2Yi devant le tribunal, puis s'occuper de Tianyuan. Puis une autre annonce fut faite. L'empereur était arrivé. Xiaoxiu se retourna et tout le monde s'inclina. Tuyi entra avec Shu à ses côtés. Les gens murmuraient. Je me demandais depuis quand un empereur se rendait à la cour accompagné de ses concubines, c'était contre le protocole. Toyi se tourna et dit que s'ils ne pouvaient pas gérer une seule concubine, ils étaient en grande difficulté. C'est alors qu'ils ont commencé à paniquer, se mettant les mains sur la tête en voyant ce qui allait suivre. Bien sûr, il avait amené avec lui toutes les femmes du palais. Tandis que certains s'évanouissaient, d'autres pleuraient le défunt empereur. Les femmes demandèrent curieusement s'il s'agissait de l'assemblée de la grande cour. Tirant sur la barbe des vieux ministres, riant aussi, il dit que les filles étaient intéressées à vivre cette expérience. Il était donc sûr que personne ne s'y opposerait. Zhao Du, cependant, se demandait si le garçon avait perdu la tête en faisant quelque chose comme ça. Un autre ministre était horrifié, disant que même la jeune fille que sa famille avait envoyée se tenait là, ce qui était honteux. Il demanda à Sa Majesté s'il les avait traduits en justice uniquement pour les humilier. Zhao Du fit remarquer qu'introduire un harem dans un tel endroit était contraire au protocole. 2Yi leur répondit calmement de ne pas s'inquiéter, affirmant qu'il n'avait aucune arrière-pensée. Il n'était qu'un chef insensé voulant profiter de son harem où qu'il aille. Xiaoxiu ne savait pas comment réagir. Tout. Il savait que tant qu'il resterait direct et sans vergogne, il ne pourrait rien faire. Il se tourna alors vers l'un des ministres et lui demanda s'il n'allait pas préparer des sièges pour tout le monde. Avec cela, de petits tabourets en bois ont été placés sur le sol. Les femmes se sont assises, disant qu'elles voulaient être plus proches du trône et du chapitre Chu. Il avait promis de mieux s'arranger la prochaine fois. À cet instant, le système l'a informé qu'il enfreignait les coutumes et l'étiquette du pays, ce qui lui a coûté 500 points. Il était ravi. Semer le chaos au tribunal était la meilleure stratégie. De toute évidence, son plan actuel était de briser toute dignité et de perdre le plus de points possible. Zhao Xue s'est dit qu'il devait pour l'instant endurer cette humiliation. Mais bientôt, il apprendrait la leçon. Tuyi demanda alors si des ministres avaient quelque chose à lui rapporter. Les ministres savaient que le drame allait commencer, car le seigneur Zhao allait attaquer le jeune empereur. Zhao Jue s'avança et annonça qu'il avait quelque chose à signaler. Il affirma que des signes intéressants étaient apparus sur l'île de l'Est et qu'il était venu les lui présenter. Tuyi a demandé quels étaient ces signes, et l'homme potelé rigola. Il a dit que le signe n'était autre que la bête sacrée, le dragon d'azur. Honnêtement, ce dragon d'azur semblait plus vert que bleu. L'aîné prétendait que ce symbole représentait la croissance de la dynastie Qian. Tuyi jeta un coup d'œil de côté, sans paraître très excité. Zhao Xue se demandait pourquoi le garçon ne semblait pas ravi par un présage aussi favorable. Se pourrait-il que son plan ait déjà été découvert? Il suggéra à 2Yi d'examiner personnellement la bête divine, en frappant dans ses mains. Zhao Ziwo a ordonné qu'il soit amené. Une patte verte est entrée dans le hall, provoquant la panique. Les ministres ont essayé de l'éviter. Vous, cependant, vous avez paru curieux. 2 hommes entrèrent, luttant pour diriger une créature monstrueuse ressemblant à un crocodile. L'arrêter devant 2 ans. Tuyi éclata de rire, se demandant s'il s'agissait d'un dragon azur divin. De toute évidence, il s'agissait simplement d'une créature aux couleurs draconiques. Zhao Xue a insisté pour que Tuyi admire la nature majestueuse du dragon. Pendant ce temps, il attendait avec anxiété la réaction du garçon face à la bête spirituelle. À ce moment-là, un événement spécial du système se déclencha. Pour se déclencher, un proche du trône devait offrir une bête. De plus, la bête présentée devait être un mensonge. En fait, il fallait prétendre qu'il s'agissait d'une créature alors qu'il s'agissait d'une autre. Pour terminer l'événement et perdre 2000 points, Tuyi devait être convaincu par les ministres qu'il s'agissait de la véritable bête. 2Yi sourit en réfléchissant. Zhao Xue apportait toujours des surprises intéressantes. Il était maintenant temps pour sa prochaine performance. L'énorme dragon ouvrit sa gueule. Tandis que Tuyi se tenait là, observant, les responsables ont eu du mal à le contrôler, tandis que certains ministres ne pouvaient s'empêcher de rire. Tuyi a commenté que ce soi-disant dragon azur n'a pas l'air très réel. Mais c'était exactement ce que voulait Zhao Xue. Et maintenant, il était temps de commencer à le manipuler. Tuyi dit alors que ce devait être un dragon azur
et demande si les ministres étaient d'accord pour dire qu'il s'agissait d'une bête divine. Bien sûr, c'était le plan de Zhao Xue depuis le début, et immédiatement, les autres ministres commencèrent à acquiescer. L'un d'eux a même sorti un livre affirmant que ses ancêtres avaient vu un dragon azur et qu'il ressemblait à celui-ci. Tout le monde a félicité Zhao Ziyu. En disant que recevoir une telle bête était une bénédiction, Zhao Xue avait pour stratégie de retourner tous les ministres contre Touye et de lui ôter progressivement son influence. Cependant, pour Touya, qui voulait perdre ses 2000 points, c'était absolument parfait. Mais au moment où il s'apprêtait à le féliciter, quelqu'un lança que la créature était dégoûtante. Déconcerté, il demanda qui avait dit cela. Puis il vit que c'était une des filles de son harem. Elle lui dit que des créatures aussi laides ne pourraient jamais être le magnifique dragon Azur. Il tremblait, se demandant pourquoi ces femmes s'impliquaient à un moment aussi critique. Essayant de régler la situation, il appelle Shu. Il lui demanda si elle voulait dire quelque chose à ce sujet. Mais Shu était complètement déconcerté. Ne comprenant pas ce qu'il attendait d'elle, il lui dit qu'il voulait savoir si elle pensait que la créature au milieu de la salle était un véritable dragon Azur. Choc hésita. L'empereur lui avait toujours permis d'agir comme espionne pour Zhao Ziyu. Alors pourquoi, à ce moment-là, lui demandait-il de choisir son camp? Peut-être qu'en fin de compte, elle ne représentait aucune menace pour lui. Il lui donnait sans cesse la possibilité de choisir entre lui et son père adoptif. À ce moment-là, elle se souvint de la façon dont il avait été constamment proche de Tao Xiu. Et elle, dernièrement. Sa décision était prise. Elle regarda Zhao Ziyu. Il était déjà inquiet, confiant que sa fille adoptive soutiendrait ses projets. Mais ensuite, elle a demandé comment quelque chose d'aussi hideux pouvait être considéré comme une bête sacrée. Zhao Xue était stupéfait. Elle a alors crié, demandant si Zhao Xue essayait de tromper l'empereur, ce qui était clairement un acte de trahison. Xiao Xiu ne s'attendait pas à être trahi dans un moment pareil. Pendant ce temps, De Yi se demandait pourquoi elle ne l'avait pas trahi. Il leva les yeux au ciel, essayant de comprendre pourquoi elle avait soudainement décidé de se retourner contre son père. Excitée, elle se tourna vers les autres femmes et leur demanda si elles étaient d'accord avec elle. Toutes les femmes se mirent à crier que la créature à 4 pattes n'était clairement pas un dragon. Une telle trahison de la part de Zhao Xiu méritait l'exécution. Zhao Xiu était sous le choc. Il se tourna vers le seigneur Xia et prétendit que c'était sa fille illégitime, envoyée au palais, qui avait fomenté cela. Le seigneur Xia a retroussé ses manches et a crié, la qualifiant d'insolente. Il se demandait ce qu'il lui avait appris et comment elle avait osé se montrer aussi impolie envers le seigneur Zhao. Mais parmi les femmes, sa fille illégitime le surnommait l'insolente. Après tout, la dynastie Tian n'appartenait pas à Zhao Zhuo. De plus, elle n'avait été envoyée au service de l'empereur que parce qu'elle était illégitime et que son père n'avait aucune confiance en elle. La rejetant ainsi, le seigneur Xia fut stupéfait par les paroles dures de sa fille illégitime. Les autres ministres ont demandé si Lord Xia allait bien. Il avait du mal à comprendre comment sa fille était devenue si déloyale. Pendant ce temps, les femmes semblaient comploter. L'une d'elles prit la parole, révélant que son père blanchissait l'argent de la ville et maltraitait la population. Une autre personne a déclaré à Touye que son père occupait de force les terres d'autrui. Bientôt, toutes les femmes du harem commencèrent à dénoncer leur famille à Touye. Zhao Xue essayait de comprendre comment il perdait face au harem dans cette cour. De toute évidence, Chen Yuan avait raison et il n'aurait jamais dû sous-estimer cet enfant. Zhao Xue lance un regard noir à Touye. Le voyant derrière son harem intimidant, Touye sortait déjà un couteau. Et maintenant, Zhao Zhu était terrifié. Il se demandait si cet empereur était vraiment l'élu. Vous avez fait un pas en avant, et aux yeux de Zhao Zhuo. C'était comme si un dragon doré s'approchait. Le gars potelé continue de se demander s'il mourrait vraiment à cause de l'influence d'une femme utilisée contre lui. De Yi semble en fait avoir frappé avec son épée tandis que Zhou Zuejia se tient là. Toute la salle est sous le choc. Et toutes les femmes se couvrent la bouche avec leurs mains. Wow! Le gars avait tué le dragon de Komodo. Ou bien n'est-ce pas le soi-disant dragon céleste? Puis il s'approche du seigneur Zhao. Il dit que ça ne vaut pas la peine de ruiner leur relation pour une créature aussi stupide. Il n'avait pas à s'inquiéter, car quelle que soit sa force, il l'arrêterait comme ça.
Il dit à tout le monde qu'il vaudrait mieux faire comme si la réunion d'aujourd'hui n'avait jamais eu lieu. Il demande ensuite au seigneur Zhao ce qu'il en pense. Le gros gars se retient de dire quelque chose, mais dit seulement que Sa Majesté a raison. Cependant, quelque temps plus tard, il est dévasté, car le système a calculé qu'il avait terminé l'événement avec succès. Comme les plans de Zhao Ziyu ont échoué, il a accru son autorité au sein de la cour. Avec cela, il a gagné 2000 points supplémentaires pour un total de 2900. Le pauvre gars regarde sa main et dit que c'est entièrement de sa faute s'il a amené ce foutu harem. En arrière-plan, Shu se demande pourquoi il ne semblait pas heureux et comment il a réussi à intimider Zhao Zhuo. Puis il s'approche et lui demande si elle est satisfaite de sa performance. Il marque une pause, se retourne avec un sourire sinistre et dit que c'était bien. Cependant, il aurait été préférable qu'elle comprenne ses véritables intentions. Shu a quelque chose qui cloche. Il comprend qu'elle a bien fait, mais elle aurait dû le faire sans avoir besoin de son signal. Cependant, Sa Majesté n'a pas à s'inquiéter, car la prochaine fois, elle agira de manière proactive. Le problème pour Tuduaye, c'est qu'il a complètement détruit la réputation de Zhao Ziyu. Il ne pourra donc plus l'aider à perdre des points. Maintenant, il ne peut compter que sur le vieux Shan Yuan. Il demande alors à nouveau de l'aide pour rédiger un édit impérial. Shu veut immédiatement savoir quels sont ses plans cette fois-ci. Il dit qu'ils vont promouvoir Tian Yuan au poste de grand chancelier. Il lui demande si cela lui pose problème. Et aussitôt, elle est déjà assise, en train d'écrire. Elle sait que la fonction de grande chancelier est au-dessus de celle de tous les ministres. Depuis la fondation du grand empire Qiuan, seul un homme nommé Wei Xingliu occupait ce poste il y a plus de 100 ans. Maintenant que Zhao Xiu a perdu son pouvoir, c'est Tam Yuan qui a été nommé à ce poste. Elle se demande s'il s'agit d'un plan pour s'en prendre à lui aussi, peut-être une stratégie pour les monter l'un contre l'autre. Il appose ensuite un cachet sur le papier. Cependant, soudain, il se fige lorsqu'un message système apparaît indiquant que son frère a rassemblé des troupes à Pékin. La première étape de l'événement Jim Rebellion est terminée, et il perd 2000 points, ce qui lui laisse 900. Immédiatement, il se met à rire comme un fou, en disant que ses foutus points de cour disparaissent tous. Il commence à tamponner le seau, riant comme un fou. La scène se déplace ensuite vers un champ de bataille jonché de soldats morts. Un demi-mois plus tard, le front sud et de nombreuses fournitures sont pillées. Un homme perce un chariot et un liquide s'en échappe. Il informe tout le monde qu'il s'agissait de provisions militaires. Ils n'ont donc plus à se soucier du ravitaillement. À proximité, un homme à cheval avec une mèche rousse dans les cheveux. Le commandant de l'armée nommé Wang Zhan s'approche de lui et s'adresse à lui en l'appelant « Votre Majesté ». Il dit qu'ils avancent dans le sud depuis 10 jours sans rencontrer de troupes royales, facilitant leur progression. Cependant, les combats contre les troupes de Longsheng ont récemment été trop faciles et il commence à soupçonner un piège. L'homme à la mèche rouge lui dit de s'expliquer correctement. L'homme explique que les troupes de Longsheng sont régulièrement commandées par Li Qianyuan. Elles ne sont pas les plus puissantes, mais elles sont considérées comme l'élite. Cependant, au lieu de se battre, ils ont tout simplement abandonné leurs provisions et ont fui les lieux. Les hommes transportent tous des provisions et l'homme dit que le général Wang semble avoir raison. Je crois que c'est Heng Xiao AI qui dit que Deux Yi est très rusé et méprisable. Il complotait sûrement quelque chose avec Tian Yuan. Le type rit et dit qu'il sait que tout cela était intentionnel. Il était évident qu'il comprenait les stratégies de son propre frère. Regardez qui arrive maintenant, les amis. La scène change alors pour une étrange maison où un vieil homme est assis et demande à son ami lointain quelle est la prochaine réplique. L'enfant semble chercher la suite de la phrase sur un ami venant de loin. Après réflexion, il dit qu'un ami venant de loin doit être puni. Le vieil homme lui donne une tape sur la tête et dit que pour un prince héritier, il était très stupide. Il était donc impossible de lui confier la dynastie. Cependant, le garçon dit à son père que son cerveau fonctionne parfaitement puisqu'hier, il s'est heurté à plusieurs soldats et s'en est sorti indemne. Ça, le père, cependant, reste silencieux et dit seulement qu'aujourd'hui, il n'a pas le droit de manger. En plus de cela, il doit copier les leçons 100 fois. S'effondrant sur la table, le garçon murmure qu'il aimerait pouvoir manger quelque chose jusqu'à ce que Mon lui jette une pierre à la tête. C'est le protagoniste qui appelle Tusu et lui demande s'il a encore été grondé par le vieil homme.
et dit qu'il ne comprend pas comment son frère, le prince héritier, vit une vie plus dure que la sienne. TW se retourne et dit que c'est exactement pour ça qu'il l'envie. Le père de TWSU avait de grandes attentes pour son nom et souhaitait qu'on se souvienne de lui comme d'un commandant sage. Hei-Tu y dit que c'est bien, mais si on ne peut pas profiter de la vie, alors être empereur n'en vaut pas la peine. Son frère dit qu'il ne veut pas diriger ce pays, mais plutôt commander des troupes au combat. Alors pourquoi est-il né avec ce nom? Cependant, en tant que fils aîné des deux familles Yi et prince du grand royaume Ch'an, il n'avait pas le choix. Tu Yi devient pensif. Puis il dit que ce serait simple à l'avenir. Il prendrait la position d'empereur pour l'aider. Il aurait même enlevé les deux noms de famille de son frère pour qu'il n'ait pas à s'inquiéter et puisse vivre comme il l'entendait. Tusu monte son cheval. En disant que Tu Yi n'a jamais changé et a toujours été un idiot, il ordonne à tout le monde de marcher vers la ville de Qianjing. Pendant ce temps, dans la capitale, Shu dit à Tian Yuan de partir parce que Sa Majesté ne veut voir personne. Tian Yuan dit que les troupes ennemies sont à moins de 800 miles et qu'il doit parler à Sa Majesté. Shu répond que Tu Yi est déjà au courant de cela, mais il a confiance que Tian Yuan gérera bien cette affaire. Après tout, tous les gardes de Longsheng sont sous son commandement. Donc, naturellement, c'est désormais sa responsabilité en tant que grand chancelier. Il devrait partager les fardeaux de Sa Majesté et aider à résoudre les problèmes. Shen Yuan se demande si Tu Yi essaie de rejeter toute la faute sur lui. Cependant, il crie, affirmant qu'il sous-estime les forces de Tu Su. Il était connu comme le grand général. Shu dit de ne pas s'inquiéter, car De Yi sait parfaitement que Chen Yuan doit contrôler les troupes arrières sans prendre de risques. Le plan était que les soldats fassent preuve de courage face à l'ennemi, puis battent en retraite. Même en cas de défaite, ce serait un honneur. Chen Yuan, perplexe, se demande si la victoire ou la défaite importe vraiment. Quelles étaient les véritables intentions de Sa Majesté? Sur ce, Shu s'en va, affirmant que Sa Majesté attend de bonnes nouvelles. Il ferme ensuite la porte et commence à s'étirer, en disant que faire semblant devant ce vieil homme est épuisant avec les bras croisés. Qiu Yi demande si tout s'est bien passé et Shu dit oui. Selon ses instructions, elle a assuré que Tian Yuan dirigerait l'armée et les ferait battre en retraite. De Yi s'approche alors pour un massage et est curieux de savoir ce qui va se passer, car si les troupes du Nord atteignent Qianjing, les conséquences seraient inimaginables. Comment a-t-il pu, à un moment aussi crucial, confier tout à Chen Yuan et continuer à affirmer que la victoire ou la défaite importait peu? Il affirme que, qu'il s'agisse de victoire ou de défaite, bien sûr qu'il s'en soucie, pensant que ce serait formidable s'ils perdaient. De toute évidence, il fait tout cela parce que leurs troupes sont les deuxièmes meilleures du grand empire Quanan. Il y avait donc un risque qu'ils parviennent à se défendre. C'est pourquoi, s'ils devaient combattre, il ordonna à Tian Yuan de les mener dans une zone beaucoup plus ouverte. Ainsi, ils n'auraient aucun avantage et seraient certainement vaincus. Avec tous les éléments en jeu, l'événement de la rébellion de Gina serait facilement terminé et Tu Su serait furieux. Il rit comme un fou, tandis que Shu commence à reconnaître ce sourire. Elle est certaine que Tian Yuan souffrira beaucoup cette fois-ci. Chen Yuan, pendant ce temps, il marchait seul dans la cour, pensant au chef, lui assignant ses responsabilités et affirmant que le résultat n'avait aucune importance. Soudain, quelqu'un accourut et l'appela. C'était Zhou, furieux, disant que ce n'était pas une coïncidence s'il faisait semblant, être malade le jour du procès, et il l'attrape par le col et dit qu'il a rejoint Tu Yi pour comploter contre lui. Chen Yuan éloigne le bras de Zhao Xue et lui dit d'arrêter de dire des bêtises car il n'a jamais rien prévu avec Tu Yi. Le gars potelé demande une explication sur la raison pour laquelle Tian Yuan a été promu grand chancelier juste après avoir perdu son poste. Chen Yuan répond que le prince a agi ainsi pour les forcer à se battre. De plus, Tu Su marchait vers Qianjing. Ce n'était donc pas le moment de se disputer pour des futilités. Cependant, Zhao Qiu affirme que ce n'est pas une mince affaire pour lui, surtout qu'il connaît l'histoire des femmes que Tian Yuan a placées à côté de Tu Yi. L'un travaillait comme conseiller national et l'autre gérait ses trésors. Avait-il vraiment l'intention de s'allier à Tu Yi? Il le menace alors, affirmant connaître l'identité des deux femmes qu'il a adoptées il y a des années,
et être certain que Tian Yuan ne veut pas que Do Yi la prenne. L'expression de Chen Yuan change. Il se calme un instant et dit qu'il commence à comprendre le seigneur Jiao. Peut-être que ses actions précédentes ont provoqué un malentendu et qu'il devrait maintenant le clarifier. Alors qu'il tend la main vers sa chemise, le gros gars lui demande ce qu'il compte faire. Il est surpris de voir Chen Yuan révéler un sceau de tigre doré. Chen Yuan dit que c'est exactement ce qu'il pense. C'est le talisman qui lui permet de commander 30 000 soldats à Tianjing. Il le propose à Xiao pour qu'il prenne le commandement et lui demande de ne pas refuser. Le gros homme se souvient de l'époque où l'empereur était encore en vie. Avant de mourir, il avait donné le sceau de jade à l'un et le sceau du tigre à l'autre pour maintenir l'équilibre entre les ministres. Le sceau de jade fut confié à Zhao Zuo, le chargeant d'assister l'empereur dans ses prises de décision, tandis que le sceau du tigre fut confié à Tian Yuan pour l'aider à contrôler ses troupes. C'est grâce à cela que tous deux réussirent à conserver une certaine influence, même après la mort de Yi II. Cependant, en raison des méthodes de Tu Yi, Zhao Xiu a progressivement perdu tout son soutien et est désormais désespéré. Chen Yuan dit qu'en tant que détenteur du talisman du tigre, il est la seule personne qui représente une menace pour l'empereur. C'est pourquoi Tu Diye l'a ouvertement promu grand chancelier et veut qu'il résiste aux troupes du Nord. En regardant le talisman, il comprit que c'était une patate chaude et qu'il valait mieux l'utiliser pour au moins stabiliser Zhao Zihuo avant qu'il ne commette une bêtise. Cependant, l'expression de Zhao Zihuo changea et il demanda si Tian Yuan ne jouait pas encore un mauvais tour. Il comprend déjà que s'il accepte le talisman, ils devront mener les troupes pour affronter Tu Su dans le Nord. Considérant à quel point Tu Su était fou, il lui serait impossible de gagner. Il gifle le talisman et déclare que si Tian Yuan veut envoyer quelqu'un à la mort, ce devrait être lui-même. Soudain, Tian Yuan s'arrête un instant et appelle sérieusement Zhao par son nom. Il demande s'il a fait cette offre si gentiment pour faire oublier à Zhao la situation dans laquelle il se trouve. Son sceau impérial était brisé. Il n'avait plus aucune dignité face aux officiels et même Shu l'avait trahi. À ce moment-là, il n'avait plus de carte à jouer. Confus, Zhao Xiu demande s'il est menacé. Tian Yuan marque une brève pause. Il ramasse le sceau du tigre et déclare qu'il ne fait qu'énoncer des faits. Tenir le talisman du tigre est risqué, mais c'est la seule chose que Zhao puisse faire désormais. Ses propos déloyaux sont absurdes, car la stratégie est claire. Puisque Zhao n'avait pas complètement perdu sa position et possédait le talisman, il pouvait contrôler les troupes de Longzhuang. Chen Yuan l'enfonce dans la bouche de son ami. Il lui dit que, compte tenu de leur relation passée, c'est la dernière chance qu'il lui donne. Il part en lui faisant un signe d'adieu et en lui conseillant de profiter de l'occasion. Zhao Xue retire l'objet de sa bouche, disant qu'il sait qu'emmener ses troupes à la guerre est une condamnation à mort. Cependant, Tian Yuan n'avait pas tort, et c'était la seule carte qu'il avait à jouer. Et le problème était qu'il était confronté à de puissants ennemis, qui, Tu Ye, Tu Su et Tian Yuan. Si c'est le cas, il ferait mieux de ne pas se plaindre de ce qu'il allait faire. La scène se déplace ensuite vers une maison en feu. Une femme pleure en tenant son enfant alors que des soldats passent avec des fournitures. Dans les jours suivants, les villages proches de Tianjing furent pillés par Zhao Zuo qui dirigeait les troupes. Un homme saisit le pied d'un soldat et dit que sans nourriture, ils ne survivront pas à l'hiver. Voyant cela, Zhao Xiu dit que ces soldats sont des idiots et ne peuvent pas gérer quelque chose d'aussi simple. S'ils n'avaient pas ordonné que les villages soient brûlés, imaginez combien de temps il faudrait pour rassembler ces fournitures, répond un soldat informe alors Zhao que les actions militaires ont été menées. Son nom est Tang Shu, et il dit qu'il est étrange que ceux qui doivent combattre les rebelles pillent les villages voisins avant même que la bataille ne commence. Il s'arrête une seconde et crie qu'avec ce pillage, les gens ne survivraient pas à l'hiver, et cela porterait atteinte à la réputation de leur maître. Les gardes restent immobiles jusqu'à ce que Zhao tire le rideau et appelle le commandant. Il demande s'il remet en question ses décisions. L'homme répond qu'il ne ferait jamais ça. Il a juste peur que cela affecte le moral des soldats. Zhao Xiu demande si, avec un moral au beau fixe, ils auraient une chance contre les troupes de Tu Su. L'homme n'ose pas répondre oui, et Zhao Ziu explique que c'est pour cela qu'il a planifié leur victoire. Ils adopteraient une politique de la terre brûlée, laissant l'armée de Tu Su sans rien à voler.
Cheng Shu affirme que cette stratégie est absurde, car ils volent leur propre peuple. Zhao Duo répond que parce qu'ils sont le peuple de Sa Majesté, ils doivent souffrir et se sacrifier pour eux. C'était l'honneur de la vie de ces gens. Déjà dans sa voiture, il remercie Tianwan pour l'armée et dit avec désinvolture qu'il n'affronterait évidemment pas tout su de front. Il prendrait autant de ressources que possible et lorsque les forces rebelles arriveraient, il s'enfuirait et laisserait tout le monde mourir là-bas. La dynastie Qianan était immense et il était curieux de savoir où il reposerait ensuite. Les gens dehors ne pouvaient que l'entendre rire. L'un des hommes demande au commandant ce qu'ils doivent faire. Le commandant répond que tant que Zhao Duo détient le talisman du tigre, ils ne peuvent pas désobéir à ses ordres. Mais il semble faire allusion à un plan sur la façon dont ils vont gérer tout cela. Pendant ce temps, dans la forêt, Xiao courait à travers la cime des arbres, remarquant de loin les villages brûlés. Elle savait que c'était l'œuvre de cet empereur insensé. Soudain, un homme se lève. Les buissons, et elle se retourne, demandant « Qui est là ?» Les mains levées. Il lui demande si elle appartient à l'armée de Zhenbai et dit qu'il n'a aucune hostilité. Il n'était là que pour transmettre les ordres du commandant Wang, qui l'attendait spécifiquement. Ça demande quel est le but. L'homme explique que les gardes de Longsheng n'étaient pas des ennemis du prince Chu Su, et les provisions qu'ils ont laissées derrière eux le prouvent. À cet instant, Xiao comprend pourquoi tout avait été si facile. Le soldat observe le village et dit que, malheureusement, les autres ressources qu'ils étaient censés laisser derrière eux ont été emportées. Elle demande si c'est l'œuvre de cet empereur insensé. Et il dit non, c'est l'œuvre de Zhao Xiu qui a détenu le talisman du tigre, laissant le commandant impuissant face à lui. Il avait pillé toute la zone autour de Tianjing en utilisant cette stratégie consistant à dépouiller tout le monde des ressources pour affamer l'armée de Tusu. C'est pourquoi son commandant lui a dit d'aller là-bas et de coopérer avec les troupes de Zhenbai. Il s'arrête un instant et dit qu'elle comprend. Il lui demande ce qu'elle va faire, et puis elle siffle. Un aigle s'approche et elle explique qu'elle ne peut pas vérifier ce qu'il a dit. Cependant, elle transmettra l'information au prince et il se fera son propre jugement. Elle envoie l'aigle et il lui demande si elle ne va pas lui transmettre le message personnellement. Zhao répond qu'elle a des choses plus importantes à faire. Elle disparaît. Ils ont annoncé qu'ils se reverraient bientôt. Un drapeau flotte devant les remparts de la ville. Quelqu'un observe tout et c'est évidemment Tuyi avec ses jumelles inexistantes. Il dit qu'enfin tout est sous son contrôle. En regardant les troupes, il remarque que Zhao Xiu a emmené tous les soldats entraînés, ne laissant derrière eux que ceux qui ne peuvent pas se battre. Et voyant à quel point l'armée de son frère est préparée, il a hâte de voir tout cela détruit. Cependant, il commence à sentir que quelque chose cloche. Il avait entendu dire que son frère avait une armée de 100 000 soldats, mais devant lui, il n'y en avait pas autant. Se pourrait-il que son frère se soit cru si inutile qu'il ait décidé d'attaquer sans utiliser toute sa force? Puis quelque chose attire son attention. C'est son frère qui s'approche à cheval. Il se demande pourquoi l'attaque n'a pas encore commencé et pourquoi il vient seul. Voyant un soldat préparer une flèche, Tu Yi se demande si ce salaud n'a pas peur. Il se précipite et dit au soldat d'arrêter de préparer cette flèche du haut du mur. Il lui crie d'abaisser ce satané arc, car si Tusu était tué, qui d'autre pourrait conquérir la dynastie Tian? Mais bien sûr, d'en bas, Tusu entend tout et rit. Il interpelle alors Tu Yi et lui demande s'il est enfin devenu l'empereur insensé qu'il a toujours rêvé d'être. Le type de personne qui ne recherche que les plaisirs du monde et refuse de suivre les règles. Notre gars, agissant avec suffisance, dit que tout le monde parle vraiment de lui, jusqu'à ce que son frère dise qu'il est allé trop loin, en jouant le rôle d'un empereur idiot, cachant toute sa gentillesse derrière ce déguisement. Soudain, les drapeaux cessent de flotter. Il s'arrête une seconde, incapable de comprendre ce qui vient de se passer. Son frère a parlé de gentillesse, mais il n'a aucune idée de ce dont il parle. Il se demande si Tusu fait référence à lui-même. Attendez. Ça n'avait aucun sens jusqu'à ce qu'il s'arrête brusquement et dise qu'il comprend. Son frère utilisait une tactique. Il s'approchait seul, feignant l'innocence, et ses mots étaient destinés à le désarmer. Il ne veut pas tuer les soldats de cette ville, c'est pourquoi il espère qu'ils se rendront sans combattre. Le problème, c'est que se rendre ne suffira pas à relever le défi, qui nécessite la conquête de la ville. Il faut donc que cela se termine par une bataille. Il crie alors que son frère aime se qualifier de dieu de la guerre.
Mais juste avant la bataille, il veut avoir des conversations formelles sur le front. Son frère l'appelle mon empereur et secoue la tête, disant non. Mais il commande que la langue de Deux Yi est toujours aussi acérée. Cependant, si le sujet est la cérémonie, il est temps de passer à l'événement principal, et il ordonne que les drapeaux soient hissés. Tu Yi sent que quelque chose ne va pas. Les ordres de l'armée sont alors donnés, et Tu Su demande la raison de leur présence. Les troupes crient qu'elles vont punir Zhao Xiu et nettoient la cour. Tout le monde commence à chanter tandis que Tu Su garde les yeux sur Tu Yi pour voir sa réaction. Il lui fait même un clin d'œil, disant qu'il n'a jamais oublié sa promesse. Évidemment, cela fait échouer la mission de Tuwaya, et Tu Su devient l'héritier légitime du trône. L'empereur et les troupes étant stabilisés, Hou Yi gagne 5000 points, totalisant 5 900. Le pauvre homme est presque un squelette, incapable d'y croire. Tandis que les troupes scandent des slogans pour éliminer Zhao Zuo, l'homme potelé s'enfuit, s'excusant auprès de cet empereur fantoche. Mais il refusa d'aider Tu Su à détruire tout cet endroit. Il leur fit ses adieux, leur disant qu'il prenait désormais le relais et les laissait finir le travail. Tu Yi s'effondra derrière le mur. Maintenant que Tu Su l'a proclamé empereur, sa position est officiellement reconnue. Tu Su ouvre les bras et dit qu'il est venu à la capitale pour le féliciter de son accession au trône. Après tout, ils s'étaient mis d'accord sur tout cela il y a 10 ans. Tu Yu resterait sur le trône, vivant comme un empereur pendant que son frère combattait au front. Car pour Tu Su, la vie d'empereur était pire que la mort. Le trône et le titre impérial étaient des entraves qui l'empêchaient de vivre à sa guise. Mais son frère a réussi à tenir cette vieille promesse, et il est enfin libéré de tout cela. Tu Yi bégait en essayant de parler, puis dit qu'il n'a rien fait de tout cela et que ce n'était pas de sa faute. Il suggère donc de laisser tomber et demande s'il compte tuer Zhao Zuo. Son frère rit et demande à Tu Yi qui il se prend. C'était plus qu'évident. Xiao Xiu a forgé un décret impérial pour tenter de le tuer et a même utilisé le talisman du tigre pour ravager ses terres. Il avait déjà déployé 80 000 hommes pour marcher vers le nord contre Zhao Zuo. Il ne fallut pas longtemps avant que la tête de Zhao Xiu ne soit offerte en cadeau pour le couronnement de Tu Yi. Soudain, l'expression de Tu Su changea et il se demanda où était son frère. Avait-il utilisé tous ces mots uniquement pour paraître puissant? C'est alors que quelqu'un apparaît à la porte. Deux Yi chargent à cheval. Fuyant la zone, Yan comprit que c'était Zhao Shui qui causait tout ce chaos avec le talisman du tigre. Et maintenant, il comprenait pourquoi son frère n'avait pas attaqué. C'était vraiment sa responsabilité de tuer ce salaud. La scène se déplace dans une autre partie de la ville où certains soldats se retiennent. Zhao Su fouette un commandant, prétextant que c'est une punition pour avoir rencontré secrètement les hommes de Tu Su, les avoir trahis et s'être rangé du côté des rebelles. Quoi? Il s'est opposé à l'empereur de Qian et a visiblement détruit sa confiance. Un crime comme celui-ci méritait l'exécution de toute sa famille. Après tout cela, l'homme potelé est visiblement épuisé. Puis quelqu'un appelle le commandant et Zhao Xiu demande s'ils ne peuvent plus supporter la vue de cela. Ce n'était pas un endroit où l'on pouvait entrer librement. Il se retourne et demande au commandant s'il compte ordonner à ses soldats de l'envahir et de le tuer pour prendre le contrôle du champ de bataille. Le commandant marque une pause et ordonne aux soldats de ne pas s'en mêler et de partir. L'homme essaie de dire quelque chose, mais Zhao Xiu crie à nouveau, disant qu'en tant qu'armée de Longsheng, ils doivent obéir au talisman du tigre. Le talisman représente l'empereur. Alors comment pourrait-il se rebeller contre le royaume? Xiao Sui s'approche et dit que le défier revient à défier l'empereur. Alors il serait préférable de partir. Le commandant ordonne alors à l'homme de partir immédiatement. Mais Zhao Qiu l'en empêche, affirmant qu'il ne laissera pas partir aussi facilement quelqu'un qui a envahi la tente. Il a envahi le camp, a manqué de respect à l'autorité et a planifié une trahison. Selon la loi, la peine pour de tels actes est la mort. Il s'approche de l'homme et lui dit qu'il réfléchira à une punition appropriée pour lui. Peut-être en le coupant morceau par morceau, ou le rôtir comme un cochon, ou, plus simplement, lui trancher la gorge. Mais soudain, quelqu'un saisit le bras de Zhao Qiu. Tout le monde regarde en arrière et c'est Deux Yi qui se tient derrière lui, prêt à tuer cet homme misérable. Deux Yi crie à Zhao Xiu d'arrêter de tenter sa chance ou il mourra ici.
L'homme potelé devient confus et demande pourquoi il mourrait. Tui lui attrape la tête et lui dit de regarder là-bas. Il montre du doigt le lointain et demande à Zhao Xiu s'il peut voir ce qui arrive. Says 80,000 soldats du Northern March pour le tuer avec un cri de guerre. Appelant à purger la cour et à exécuter Zhao Duo, l'homme potelé commence à se demander s'il est tombé dans un piège. Alors que Tu Yi coupe les cordes, il commente comment, à un moment aussi critique, Zhao Xueo perdit toute loyauté envers le camp de Longshan. Son aptitude à rechercher la mort était véritablement inégalée. Si Deux Ye n'était pas arrivé à temps, il n'aurait pas pu être sauvé. Alors que Deux Ye coupe la corde, Zhao Xueo murmure pour lui-même que c'est impossible. Soudain, il se met à rire. Il dit qu'il comprend maintenant et qu'il a failli tomber dans un piège aussi stupide. De toute évidence, Deux Ye n'aurait pas eu la gentillesse de le sauver. Il a dû fuir la destruction de Tianjing, c'est pourquoi il est ici. Deux Yi semble confus. Mais Zhao Xiu insiste, disant que toute l'histoire de la purge du tribunal l'a presque convaincu. Mais il sait que si un tel ordre avait existé de la part de Tu Siu, Ye aurait été le premier à mourir. Il charge avec son épée, effrayant les deux hommes. Mais quelqu'un arrive de côté et le frappe. Le commandant appelle le nom de Yuan Hu, et Zhao Xiu se retourne et dit que ce type doit également chercher la mort. Avec un coup d'en bas, Zhao Xiu coupe Yu d'un coup sec et le pauvre homme tombe sans vie au sol. Tu y regarde simplement Zhao Duo pointer son épée sur lui, exigeant l'obéissance. Zhao Duo dit que lorsqu'ils quitteront le camp, il présentera la tête de Deux Ye à l'empereur comme une grande réussite. Mais Deux Ye appelle calmement le nom de Zhao Diwei, incitant Zhao à demander ce qu'il veut. Zhao Duo avertit Tu Ye d'arrêter de s'appeler l'empereur, car c'est désormais lui, le grand Zhao Xue, qui décide. Si Ye continue à vivre, quiconque s'oppose à ses plans devant le tribunal mourra, y compris les concubines. Cependant, comme Deux Ye allait bientôt mourir, il n'avait pas à s'inquiéter outre mesure. Il prétend que les femmes qu'il avait placées près de Deux Ye n'étaient que des instruments envoyés pour l'espionner, en particulier Shu, qu'il décrit comme une femme de seconde main qu'il avait envoyée à de nombreux hommes. Lorsqu'un instrument comme celui-là se retourne contre son maître, il perd sa valeur et n'a qu'un seul destin, être détruit et anéanti. Mais Deux Ye, rayonnant son aura, continue de répéter le nom de Zhao Xue. Il le répète encore et encore, se tournant lentement vers l'homme potelé. Puis il le frappe au visage, le faisant tomber au sol. Zhao Xue se lève, désorienté alors que Deux Yi s'approche. Deux Yi l'appelle un sale porc et dit que tout ce que fait Zhao Diu est toujours cruel. Il déclare qu'il en a assez de tout ça et lui assène un coup de poing dans la poitrine, affirmant qu'il en a assez de cette transmigration. Il frappe Zhao Xiu au visage, affirmant que cette mission ne lui importe plus puisqu'elle a déjà échoué. Et d'un coup de pied dans l'aine, il maudit le système et lui dit d'aller au diable. Zhao Xue s'étorde de douleur sur le sol. Deux Ye exige alors que Zhao Xue répète ce qu'il a dit à propos des outils qui ne correspondent plus à leur maître. Il faut les détruire. Il admet qu'il avait tellement peur de laisser des poils dans ce monde qu'il évitait certaines activités. Cela aiderait à maintenir l'Empire, ce qui n'était pas ce qu'il souhaitait. Il avait donc fait de l'exercice tous les jours. Il avait également passé 3 jours sans dormir pendant qu'il concevait ses vêtements. Il a même dû apprendre la langue maudite de ce monde. Et pourtant, malgré tout cela, ils ont quand même eu le courage de le qualifier d'inutile. L'homme potelé sortit en titubant de la tente et se fraya un chemin vers l'extérieur. Il s'est effondré sur le sol, les bras écartés. Complètement déconcerté par ce que Sohi disait, il remarqua alors 2 soldats qui le fixaient. Il se retourna et demanda pourquoi ils restaient là, leur ordonnant de le protéger. Mais les soldats ont fait comme s'ils n'avaient rien vu. Zhao Xiu a commencé à trembler quand il a vu. Vous sortez de la tente avec des soldats et vous lui frayez un chemin. À cet instant, Zhao Xiu remarqua quelque chose dans le regard de Yi. Dès le début, il avait tort. Il s'est cogné la tête contre le sol, admettant qu'il avait appris sa leçon. Tu lui demandes ce qu'il a vraiment fait de mal. Zhao Xiu admet qu'il n'aurait pas dû diriger les troupes comme si elles étaient sa propriété personnelle. Tu Yi pose sa main sur lui, et Zhao Diwo avoue qu'il n'aurait pas dû non plus fuir le champ de bataille. Notre garçon l'attrape par les cheveux, tandis que Zhao Xiu continue de répéter qu'il a appris sa leçon et qu'il avait tort. Tu Yi dit alors que la richesse, le pouvoir, les armées ou le trône, rien de tout cela ne lui importait. Il souhaitait seulement faire confiance aux gens et les voir remplir leur rôle, mais tous l'ont trahi.
Zhao Ziyu, confus, demande de quelle confiance il parle et qui l'a trahi. Tu Yi lui dit simplement de le dire à voix haute. Totalement confus, Zhao Xue dit avec hésitation. Je l'ai trahi. Deux Yi le frappe au visage et lui ordonne de crier. Il hurle alors à tout le monde qu'il a trahi l'empereur, et par-dessus tout la dynastie Qian. Il a trahi le peuple de Qian en le volant et en le faisant souffrir. Il était vraiment un pécheur de cette dynastie. Après être resté immobile un moment, il claque son visage contre le sol. Implorant son pardon, Tu Yi soupire. Levant les yeux, il se dit fatigué, tandis que Zhao Ziyu continue de se cogner le visage contre le sol, admettant qu'il est coupable. Soudain, l'expression de Zhao Ziyu change alors qu'il attrape un couteau, disant qu'il n'agirait jamais de cette façon. Quand deux Yi se retournent, Zhao Xue se jetait déjà sur lui. Du sang giclait, mais on ne savait pas s'il avait touché deux personnes. Zhao Xue a l'air déformé, et c'est difficile à deviner à son expression. Mais Xiao, qui l'observait en silence, le frappe à la nuque. Tu Yi lui jette un coup d'œil et remarque qu'elle a enfin agi. Déconcerté, Jiao se demande s'il savait qu'elle était là, parmi l'armée, depuis le début. Il la regarde, et le système l'informe que le chef de la garde Kun est en difficulté, hésitant entre rester fidèle à Tu Su ou à Deux Yi, qui tient Zhao Ziyu. Xiao cherchait à savoir si Deux Yi savait tout depuis le début. Zhao Ziyu se fondre, et Xiao dit qu'il n'est pas mort. Elle est seulement inconsciente, mais elle sait exactement ce que Tu Yi compte faire de lui. Notre garçon est plongé dans ses pensées. Dès le début, il croyait que Zhao Ziyu l'aiderait à faire tomber l'Empire, mais il avait complètement tort. Il allait devoir prendre les choses en main et gérer la situation lui-même. Il dit donc à Xiao que la vie de Zhao Ziyu est désormais entre les mains de l'armée de Longshang. Il n'avait plus aucune utilité pour lui. Grâce à cela, il élimine un traître de l'Empire Zhao Xiu et gagne 5000 points nationaux supplémentaires. Xiao reste là, perplexe quant à la façon dont il a réussi à tout gérer seul. Il a empêché Zhao Ziyu de reprendre le pouvoir militaire et a empêché une guerre civile sous la dynastie Qiang. En le regardant repartir avec ses dignes 900 points, elle se demande qui il est vraiment. Pendant ce temps, l'autre armée s'approche. L'un des soldats lève le bras, disant à tout le monde de se préparer, car les troupes de Xiao Ziyu sont juste devant. Puis l'un d'eux pointe du doigt et dit au général Wang de jeter un œil. Il devient curieux et confus. Il y avait une troupe qui transportait quelqu'un empalé sur une lance. C'était Zhao Ziyu avec sa langue pendante, apparemment pendu et exposé sur une bannière. La scène se déplace vers quelqu'un qui crie le nom de Shu, la traitant de lâche et de sale. Elle court quand une main attrape son pied, la faisant tomber à plat ventre. Elle se retourne et quelqu'un appelle sa sœur. Il lui demandait pourquoi elle les ignorait. C'était un squelette qui lui demandait si elle les avait oubliés et pourquoi elle ne les avait pas vengés. Elle devrait survivre et tuer Zhao Ziyu. Elle tente de s'échapper tandis que d'innombrables crânes tentent de la retenir. Devant elle se tient une version monstrueuse de Zhao Ziyu qui l'appelle par son nom. Il dit qu'elle l'a trahi. Et un outil qui trahit son maître doit finir comme les autres.